Les répliques des secousses politiques américaines qui bousculent la tech avec l'affaire des visas très très chers, Disney, TikTok et YouTube. Et puis on parle aussi des paris des géants de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la robotique, de Google à Meta, en passant par OpenAI et Mistral, le petit français. Et pour finir, quelques changements concrets pour les utilisateurs avec Windows 10, Spotify et la fin annoncée des bannières cookies qui vous envahissent les bas de votre navigateur. Je suis Guillaume Vendée, vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 30 septembre 2025 et c'est l'épisode hebdomadaire 430. Et je retrouve celui qui est à la tech, ce que le rétroéclairage RGB est un setup gamer, ce que le Dolby Atmos est au home cinéma. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Je suis ravi d'apprendre que je suis flashy et complètement inutile, donc... Mais tu trouves le Dolby Atmos inutile ? Je trouve les RGB pour gamers complètement inutiles. Ah, d'accord, ok. Bon. Mais c'est très important parce que les couleurs RGB... Moi, voilà, mon fils est un gamer passionné maintenant. Il m'a d'ailleurs appris, je ne le savais pas, que Fortnite faisait partie des rares jeux qui, sur PlayStation 5, étaient compatibles clavier-souris. Voilà, j'ai appris, on pouvait jouer clavier-souris sur PlayStation 5 avec Fortnite, c'est incroyable, pas beaucoup de jeux. Et donc, il veut un clavier gamer maintenant. Et le RGB, tu comprends, Guillaume, ça motive le gamer. Ça lui fait se sentir appartenir à une communauté. C'est vrai. Donc, c'est important. On aime les couleurs. J'aime bien les couleurs. On aime évidemment énormément les couleurs. Mais ce qu'on aime le plus, Guillaume, c'est les personnes qui soutiennent Tech Café sur Patreon. Merci beaucoup à Mehdi, Bebs et Laurent Berlandier qui ont accepté de nous soutenir depuis la semaine dernière. Et puis voilà, on a aussi des interactions avec nos auditeurs et nos auditrices. On en a beaucoup au travers notamment du serveur Discord. Et puis, Guillaume, tu as été vigilant sur les dernières interactions sur Discord, j'ai l'impression. Oui, un petit peu. Écoute, j'ai vu que Lou a bien remarqué que j'avais dit à propos des morceaux choisis là, de vidéos que j'avais mis de Charlie Kirk. J'en relais quelques-unes sur TikTok et d'autres que j'ai chopées sur Instagram. Et malicieusement, on me fait donc remarquer que je suis sur Instagram. Pas du tout, je les ai trouvés avec Google et non, on ne peut pas me retrouver sur Instagram. Désolé, mais pas désolé. Sinon, Mika nous fait une remarque sur les performances en jeux vidéo des derniers A19 Pro. Donc, s'ils étaient utilisés pour eux ou des cousins à eux, pour les voitures autonomes, ça pourrait faire une différence parce que c'est vrai qu'ils sont très très efficaces, en tout cas au niveau de l'énergie qu'ils consomment. Et en fait, on verra bientôt, je pense, parce qu'NVIDIA a présenté sa plateforme Jetson Thor, donc pour l'automobile. Oui, Thor comme le dieu, voilà. C'est le pendant pour l'automobile de la génération Blackwell, qui est donc la génération actuelle, et qui est donc très probablement gravé en 4 nanomètres aussi, donc le Jetson Thor. Les A19 Pro est quant à lui gravé en N3P, donc il y a une génération au-dessus, donc voilà, c'est un processus de génération de 3 nanomètres, c'est un poil mieux, à la louche ça doit être peut-être 30% d'efficacité énergétique en plus, mais du coup, ouf. Effectivement, voilà, avec Jetson Thor, on a quand même déjà quelque chose de pas mal du tout. Et ça pourrait en plus évoluer assez vite parce que c'est traditionnel. Normalement, NVIDIA n'utilise jamais les derniers processus. Ils tablent sur des améliorations de leur architecture pour faire la différence. Ils ont facilement un note de retard sur l'état de l'art. Parce que déjà, ils doivent utiliser des process adaptés aux hautes performances et pas forcément optimisés pour la consommation, comme c'est le cas des puces mobiles en plus. Mais bon, évidemment, c'est aussi moins cher et comme ils produisent des composants qui sont en général vraiment très très gros, c'est des puces très fat, c'est toujours ça de gagner. Donc il y a une info intéressante qui a filtré il n'y a pas longtemps, c'est que ça pourrait changer dès la génération Feynman, donc celle qui a après Rubin, et Rubin c'est celle qui a après celle qui a maintenant. NVIDIA utilisera le processus le plus évolué apparemment disponible chez TSMC, et donc il serait sur les rangs pour ce qu'on appelle donc le A16, et il aurait même devancé Apple. Et il se pourrait même que NVIDIA soit poussé au cul par AMD en fait, tout simplement, parce que les prochaines puces AMD pour l'intelligence artificielle, tout ça, donc les MI 450, elles seraient très compétitives et Rubin a un peu plus la pression que d'habitude. Et donc à la clé, il pourrait y avoir un saut générationnel plus important, inhabituellement important même, pour la génération d'après celle qui viendra de celle de maintenant. Mais bon, ça veut aussi dire que ça sera probablement plus cher, parce que, voilà, on peut s'en douter, déjà le 2 nanomètres qu'Apple a sécurisé, en l'occurrence pour ses puces A20, seront jusqu'à 50% plus chers à produire, il semblerait. Le chiffre précis est une rumeur, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais bon, c'est clair qu'il y aura une hausse de prix, ça c'est très très crédible, entre le 3 et le 2 nanomètres, il y aura probablement une hausse de prix. Parce que oui, le transistor est de plus en plus cher, et puis pour couronner le tout, la demande sature l'offre. TSMC a annoncé, là encore, très récemment,
être totalement bookés sur l'année prochaine pour les processus 3 et 5 nanomètres. Entre AMD, Nvidia et Apple, il reste pas grand-chose, quoi. Et comme toujours, quand il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, c'est pas très bon pour les prix. Est-ce que ça veut dire, Guillaume, du coup, que très concrètement, en tant que consommateur, on peut s'attendre à ce que tout ce qui va sortir à l'avenir, sera pas moins cher? On pouvait s'y attendre, hein, mais que clairement, là, on a tous les indicateurs qui montrent que, ça va, forcément beaucoup progresser au niveau du prix et du coup, pas forcément beaucoup à proportion en performance. C'est-à-dire que probablement que ce qu'on achète aujourd'hui, on va pouvoir le garder un peu plus longtemps, un peu plus raisonnablement longtemps, non? En termes de ressources matérielles? Non, non, ça peut dépendre. On peut avoir comme d'habitude, que dans les 20-30 de performance en plus quand même, hein, donc Mmh. petit à petit, ça dépend d'où vous partez, ça peut être intéressant. Mais par contre, les prix, oui, les prix risquent, de continuer à monter, ça c'est vrai. Bon. Eh ben, on va surveiller ça et puis on continuera à en parler. En attendant, sans autre forme de procès, on a plusieurs sujets qu'on a abordés la semaine dernière au sujet de la situation politique américaine et de l'impact sur la tech, qui ont une suite intéressante ces derniers jours. Bon, évidemment, il faut que vous écoutiez les épisodes précédents pour avoir le contexte si vous ne l'avez pas déjà fait. On commence, Guillaume, par l'augmentation décidée par Donald Trump des tarifs des visas H1B. On en a parlé donc la semaine dernière, largement utilisé dans l'industrie tech pour faire venir des travailleurs étrangers sur le sol américain. Entre-temps, on a appris que ça concernerait peut-être que les nouveaux visas, c'est ça, Guillaume? Oui, c'est vrai que je voulais faire un erratum sur le H1B, voilà. Bon, alors, à la façon d'un certain homme politique célèbre, je dirais, que c'est pas que j'ai fait une erreur, c'est que ce que j'ai dit n'était pas correct. Voilà. C'est bien joué. Enfin, c'était pas en vrai, j'ai pas vraiment fait d'erreur de toute façon puisque je suis infaillible, hein, bien entendu. Parce Oui, que j'ai oui, dit évidemment. j'ai dit que le visa pour les travailleurs étrangers allait coûter, 100 000 par an. Et c'est qu'en fait, c'est ce qu'il y avait écrit dans l'article que j'ai mis dans les notes de l'émission et même encore dans d'autres, hein, mais selon la BBC, en fait, c'est Howard Lutnick qui aurait dit que c'était 100 000 par an et plus tard, Caroline Levitt a confirmé que c'était 100 000 en une seule fois. Donc c'est juste 100 000. Voilà, ça va mieux. Alors, mais c'est mieux, c'est sûr, mais enfin bon, c'est vrai que ça reste quand même très cher et ça fait beaucoup réagir. Donc il y a eu beaucoup de réactions là, effectivement, dans la tech. Parce que, c'est ultra utilisé dans ces secteurs-là. On avait dit Amazon, c'est le premier, c'est le premier utilisateur, mais voilà, Microsoft, Infosys, Cognizant, Google, voilà. Google, de toute façon, d'ailleurs, Sundar Pichai, il est venu, travailler avec un visa H1B. Ah Satya oui. Nadella aussi. Pichai a été un étudiant, hein, puis aux États-Unis, puis il est passé en H1B comme tant d'autres, hein, quand il a commencé à travailler. Et il y Elon avait Musk aussi? Elon Musk aussi, tout à fait, oui, il y a vraiment plein, quoi. Et Michael Moritz, qui est milliardaire et investisseur, appelle ça une technique d'extorsion de brut, je précise. Alors, il connaît bien le milieu, Michael, hein, puisqu'en fait, lui, voilà, c'est un investisseur, il a des parts un peu partout, dans PayPal, Apple, Cisco, Google, etc. Et aussi Micromania et Yahoo, mais on ne va pas le dire fort. Bon, il s'en plaint, lui, de tout ça dans le Financial Times. Et effectivement, ça pourrait coûter au secteur tech dans les 5,5 milliards par an. Il y a beaucoup de patrons de startups, surtout, en fait, qui ont été interrogés un petit peu par la presse et qui confirment que ils ne seraient pas venus, tout simplement, si ça avait été mis en place avant ça. Et d'ailleurs, OK. ça va accentuer les inégalités parce que, entre les startups, hein, justement, et les très grosses boîtes. Parce que les très grosses boîtes, on l'a dit, 5 milliards. Bon, 5 milliards, ça dépend à qui tu parles, quoi. Tu vois, si t'es Amazon, 5 milliards, oui, mais, ou si t'es Meta, tu vois, c'est pas. À l'échelle de ces grosses boîtes, ça va aller. Et donc, effectivement, si un Google ou si un Meta veut vraiment quelqu'un, il va les payer les 100 000 balles, sans trop de problème. Mais même s'il le fera pas pour tout le monde et qu'il voilà, il va engager moins de gens probablement, mais bon, globalement, pour les top talents, il va le faire. Par contre, les startups, elles n'auront pas les moyens d'embaucher les gens qu'elles Mmh. recherchent. Et souvent, si elles les recherchent comme ça, c'est qu'ils sont pas disponibles autrement, en fait. Donc ça aura plein d'effets en cascade, hein, ça pourrait être très mauvais pour les États-Unis, et du coup, ça pourrait être assez bon pour le reste du monde, nous y compris. Déjà, les entreprises qui cherchent à éviter ces frais vont être poussées à se globaliser, c'est-à-dire à ouvrir des antennes ailleurs et à embaucher localement, dans d'autres pays. Donc la fuite des cerveaux sera moins un problème. La Chine, par exemple, sera ravie, hein, que ses meilleurs éléments reviennent ou ne partent carrément pas du tout. Et ça nous concerne aussi un petit peu, hein, nous, en Europe, hein, même si, effectivement, hein, c'est les H1B, c'est principalement l'Inde et la Chine, mais il y a aussi des bénéficiaires de tous les pays, quoi, hein. Et donc ça pourrait finalement être pas si mal pour nous. Et pour finir, Trump pourrait encore aggraver tout ça pour eux, hein, pour les États-Unis, en touchant au visa étudiant. Parce qu'actuellement, un visa étudiant, il est valable pour la durée des études. C'est assez logique, hein. Puis après, effectivement, tu passes sur un visa de travail. Alors le H1B ou un autre, parce que oui, ils ont toute une collection. L'administration est en train de proposer de passer le visa étudiant à 4 ans. Ce qui est débilissime. Parce qu'une bonne partie des undergraduates, ils mettent plus de 4 ans à être diplômés. Et on ne parle pas des doctorants, hein, tu fais pas un doctorat en 4 ans, c'est clair. Enfin, en partant du lycée, quoi. Donc, il y a une étude du mois d'août qui conclut que la moitié des répondants ne seraient pas venus si leur visa expirait globalement
au milieu ou juste avant la fin de leurs études. C'est parce que c'est vraiment ça que ça fait, en fait. Et donc, s'ils vont jusqu'au bout, enfin, je veux dire, si Trump va jusqu'au bout de ça, l'attractivité des États-Unis, elle prendra encore un coup, enfin, elle sera carrément en chute libre. Et ça aussi, ça peut être plutôt bon pour nous. S'il va jusqu'au bout, c'est intéressant que tu le soulignes aussi fréquemment parce que c'est vrai qu'on est habitué maintenant avec la gestion de la tech aux États-Unis. Il y a une espèce comme ça d'incertitude. Vous allez voir que on va aussi le constater dans d'autres sujets. Mais c'est intéressant d'identifier cette espèce de consolidation quelque part des géants de la tech. Qui pourraient, eux, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un peu de sous en plus, tu vois, quelques milliards en plus, c'est pas grand-chose. Mais effectivement, une start-up qui a déjà des gros budgets, ça peut être effectivement extrêmement compliqué. On a un autre suivi de l'ActuTech abordé la semaine dernière avec la suspension par le groupe Disney du présentateur de télé Jimmy Kimmel qui avait abordé l'assassinat de Charlie Kirk dans des propos qui ne convenaient pas à la présidence Trump des États-Unis. Il avait été réinstauré depuis. On navigue quand même, Guillaume, depuis entre intimidation gouvernementale et résistance du public. C'est en plus une malheureuse concordance des événements. Disney+ augmente encore le prix de son abonnement. Ouais, mais Disney, il a quand même le sens du timing, quoi. Je veux dire, vraiment, c'est un talent, quoi. C'est vrai que la semaine dernière, il était sous le feu des critiques parce qu'il s'est couché par terre devant les intimidations de la FCC. Intimidation que son patron, Brendan Carr, a dément. Maintenant, il dit même pas du tout, vous avez mal compris, vous dites n'importe quoi, j'ai pas dit ça, j'ai menacé personne. Il a dû très mal s'exprimer du coup, parce que même des républicains, des sénateurs et même le Cato Institute, c'est pas précisément de gauche, il avait quand même compris comme ça. Mais bon, passons. Disons que Disney, il s'est pas fait une super image avec tout ça, et apparemment, il aurait quand même perdu 1,7 million d'abonnés entre les 17 et 23 septembre. On avait vaguement annoncé quelques chiffres bon, mais là, apparemment, ce serait quand même une belle hémorragie, Et ça risque de continuer, puisque dans la foulée de cette séquence quand même calamiteuse, Disney décide d'augmenter ses prix de 20% quand même. Donc aux États-Unis, le forfait avec pub passe à $12 et celui sans pub à $19. Et ça concerne aussi les multiples services que Disney a rachetés au fil des années. Donc, puisque il a racheté plein de trucs, et Disney signe là du coup sa 3e hausse de prix en 2 ans. Il fallait bien ça, mais en même temps, d'un point de vue économique, puisque le service n'est rentable que depuis fin 2024, alors qu'il existe depuis novembre 2019. Alors c'est une stratégie classique, évidemment, on met un prix d'appel, et puis on capture le client, et puis après on monte, et on fait chauffer, on fait jusqu'à faire bouillir la grenouille, puis on espère que la grenouille ne parte pas. Alors là, vu le capital de sympathie de Disney ces jours-ci, c'était quand même le moment rêvé, quoi. Alors j'ai pas d'infos pour l'instant pour la hausse de prix en France, parce que ça concerne les États-Unis, mais je serais pas du tout surpris que ça arrive prochainement. Alors 12 balles par mois pour un forfait avec pub, je sais pas si ça te motive, mais bon. Guillaume, alors l'enregistrement sera forcément bon parce que tu enregistres en local, Ouais. mais je te cache pas que sur la fin, ça devient difficilement compréhensible pour moi et si on veut dialoguer, je vais avoir du mal parce que Non. ça hachure vachement au niveau de la connexion tes phrases. Et là, tu m'entends bien, là? là, je t'entends bien, mais il y a eu tout un passage. En fait, je comprenais parce que j'ai les articles et parce que j'ai suivi les sujets. Je comprenais ce que tu disais, mais il y a des phrases qui étaient inintelligibles, quoi. Mais après, pour l'enregistrement du podcast, ça ira. Si ça se maintient, c'est bon. T'as rechangé quelque chose là ou pas? Je Que vois ça... qu'il est repassé sur l'Ethernet, donc ça veut dire que en fait, j'ai l'impression que soit c'est soit c'est mon CPL qui déconne, soit c'est Ouais. la box enfin c'est le truc Ethernet de la box qui se coupe à un certain moment, je sais pas pourquoi. Ok, je te Je sais pas. dirai si ça revient parce que là c'est bon, effectivement. Là, c'est bon, et en fait, je suis sur Ethernet, donc si ça tient comme ça sera bon, quoi. Enfin, je veux dire, ça sera encore Je meilleur. pense que ça va. Très bien. Moi, ça me va très bien. Si c'est encore meilleur, c'est encore mieux. Très bien. Je suis désolé. Il y a aucun souci. Ça me fera un peu de montage parce Note que bien pour j'aime bien ça. virer les bouts, je suis Ouais, désolé. t'inquiète. Il y a pas de souci. Autre sujet qui nécessite un suivi, forcément, les décisions de Trump, ça n'en finit pas, mais qui concerne TikTok, le réseau social qui est pour l'instant chinois, qui va peut-être changer et qui appartient à la société ByteDance. Trump a signé un ordre exécutif pour le mettre sous contrôle majoritairement américain. Ça valorise l'entité américaine à 14 milliards de dollars. Après, il reste quand même pas mal de questions. Quel propriétaire, quel contrôle de l'algorithme, etc., etc. Ça pose des questions, même au-delà de ça, en fait, Alors, c'est vrai que là, on va préciser un petit peu, ce qu'on avait dit la semaine dernière, parce que ça Mhm. change presque en temps réel. Donc maintenant, là, Donald a signé un executive order pour entériner le deal, On a un chiffre aussi, 14 milliards de dollars. Et on sait que c'est pour acheter 80% de TikTok aux États-Unis. Et on sait désormais aussi que 45% des parts seront détenues par Oracle, Silver Lake et MGX.
MGX, le fonds d'investissement d'Abu Dhabi. Oracle va s'occuper de la partie technique, de presque tout en fait, et le reste c'est une histoire d'échange de pognon, quoi, voilà. Dans le tas, on évoque aussi pêle-mêle General Atlantic, Sequoia, Rupert et la clan Murdoch, et même Michael Dell, donc le propriétaire des ordinateurs Dell. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, lui. C'est vrai, alors le nom de MGX pour un deal qui était censé renforcer la souveraineté américaine, c'est vrai que c'est un peu étrange. Celui des Murdoch, qui sont aussi barons des médias, ne manqueront pas d'interroger sur les divers problèmes éthiques qu'on pourrait entrevoir si on avait vraiment l'esprit mal placé. Parce que les sièges du conseil d'administration seraient tous occupés par des Américains, sauf un, qui resterait pour ByteDance. Un autre reviendra sans doute à Larry Ellison, et probablement aussi à son fils David Ellison. David Ellison, il faut savoir que c'est le PDG de Paramount Skydance. Et on peut faire une petite parenthèse pour mentionner que Larry Ellison, donc le PDG d'Oracle, qui restait relativement discret médiatiquement pendant de très longues années finalement, et qui, là, il est vraiment en train d'amasser, lui et sa famille, un empire média de taille biblique, énorme. Parce que si David Ellison, le fiston, gère déjà Paramount, qui est pas petit, c'est papa qui est le proprio. Et donc, il faut donc dire que Larry Ellison, il possède déjà Paramount, Paramount+, CBS, MTV, Comedy Central, Showtime, etc., etc. Mais la famille possède aussi Skydance et Annapurna Pictures. Et là, ils sont en train d'essayer de racheter le groupe média The Free Press, et Paramount, lui-même, qui leur appartient donc, cherche lui-même à racheter Warner Bros. Discovery. Waouh! Ah oui, ça commence à faire un mastodonte quand même. Et ouais, donc la famille pourrait avoir accès à, en plus de tout ça, donc d'autres canaux comme HBO Max, CNN, etc. Et donc là, ils vont acheter, globalement, là, ils se taillent une part de TikTok aussi. Et TikTok, c'est quand même aussi un média plutôt important, tu vois. M'étonne. Avec une cible assez complémentaire avec toutes les autres, je pense. Exactement. Et Ellison, il est plus ou moins l'homme le plus riche du monde, ça dépend des jours. Donc l'argent, c'est pas vraiment un problème. S'il veut un empire média, il va l'avoir. D'autant qu'il est dans les bonnes grâces de Trump. Donc avec Ellison, déjà, on a une grosse concentration de pouvoir là, avec les médias. Là, c'est vraiment... Mais là, si tu rajoutes les Murdoch, ça commence à faire bizarre, parce que la famille Murdoch, c'est monstrueux, leur empire, et c'est mondial. Alors aux États-Unis, c'est Fox, c'est Dow Jones, c'est le Wall Street Journal, c'est le New York Post, etc. etc. Alors question concentration, c'est quand même assez fort, et en plus, évidemment, c'est du côté conservateur. Ellison et Murdoch, ils sont alignés sur Trump, il n'y a pas de problème. Donc il est permis de se poser des questions. Donald Trump a plaisanté que si ça tenait qu'à lui, l'algo TikTok deviendrait 100% MAGA, évidemment. Pour le coup, il rigolait. Vraiment, là, clairement, il rigolait. Il a dit que non, tout le monde serait traité équitablement, tout ça. Ok, il rigolait, mais bon, vu les derniers événements, ce qui continue de se passer là-bas, c'est quand même une blague qui renvoie un petit frisson, tu vois, qui part de la nuque, là, qui descend bien jusqu'au lobe fessier. Ça va continuer à être bizarre quand même. Alors après, évidemment, on va continuer à suivre un petit peu, parce que pour l'instant, là où je parle, c'est pas complètement finalisé. On ne sait pas avec certitude si c'est dur à dire. Xi Jinping va vouloir. On ne sait même pas à quel point le deal est techniquement légal d'ailleurs, mais bon, manifestement, tout le monde s'en fout, donc ça y est, tant pis. Mais tu sais que ça reste vraiment la question, moi, principale quand même dans cette histoire, et je peine un petit peu à y voir clair. J'ai l'impression que tout le monde commente cette actualité comme si effectivement la Chine était plutôt d'accord. Je vois pas, encore une fois, Xi Jinping, tu vois, je me risque pas à le faire avec ta diction, Guillaume, mais je vois pas pourquoi il accepterait. En fait, il a toutes les raisons du monde. Bon, on en a déjà parlé la semaine dernière. On verra comment ça évolue. Toujours dans la lignée des sujets à rebondissement, j'allais dire, il y a plusieurs voix en interne chez Microsoft qui se sont manifestées. Bon, c'était durant ces derniers mois à plusieurs reprises, et notamment durant d'ailleurs des événements de communication de l'entreprise avec ses collaborateurs. Certains employés donc qui manifestaient leur colère vis-à-vis de Microsoft qui aurait fourni ses services de serveurs Azure à l'armée israélienne. Eh bien, plus récemment, ça a été finalement confirmé, puis des actions ont été prises, Guillaume. Ouais, vous vous souvenez certainement de ces petits soucis que Microsoft a eu avec des militants pro-palestiniens, et sans doute qu'ils avaient lancé un audit aussi, là, voilà, parce qu'à leur connaissance, ils étaient innocents. Non, il n'y avait rien du tout. En particulier, ils ne savaient pas s'ils fournissaient des services Azure qui contribuaient à l'effort de guerre israélien. Eh bien en fait, si, Microsoft vient d'annoncer qu'ils allaient cesser de fournir des services au ministère de la Défense israélien parce que oui, ils l'utilisaient pour des fins de surveillance, en particulier des appels téléphoniques sur les zones de Gaza, et je sais plus trop, en tout cas en Palestine, quoi. L'enquête avait commencé en août sous l'impulsion d'un article du Guardian qui révélait exactement ça, que donc l'unité du renseignement israélien utilisait les services Azure, et donc pour faire son boulot, quoi, donc du renseignement. Microsoft se défend en disant qu'ils ne pouvaient pas savoir, parce que ça aurait été contraire à leur politique de confidentialité sur les données.
Cela dit, des employés de Microsoft ont quand même pas attendu le résultat de l'enquête pour sonner l'alerte très très bruyamment, quoi. Donc bon, écoute, manifestement, ces employés avaient raison, en tout cas au moins en partie. Il y en a beaucoup qui ont été licenciés. Est-ce qu'ils vont être repris du coup? Je pense pas. Non, je doute qu'effectivement, bon, honnêtement, hein, je serais à la place de Microsoft, je les reprendrais pas parce qu'il y aurait plus à perdre. Mais c'est intéressant quand même de voir que derrière ces manifestations qu'on aurait pu imaginer comme étant un peu parfois illuminées, tu vois, comme quoi c'est important de ne pas porter de jugement de valeur. Il y avait des vraies sources d'infos. Et puis, quelque part, ces lanceurs d'alerte, ils ont eu finalement gain de cause. Effectivement, c'était probablement au détriment de leur carrière chez Microsoft. On a du nouveau. Alors, pas forcément réjouissant, hein, du côté de YouTube qui semble vouloir mener des actions pour aller dans le sens du clan MAGA aux États-Unis. C'était pas encore vraiment très présent, ils s'étaient pas beaucoup manifestés en ce sens jusque-là. Ils ont annoncé, et là ils se gênent plus, le retour de chaînes bannies pour désinformation, que ce soit pour le Covid ou dans le cadre de désinformation pour des élections. Ça craint. Mais en l'occurrence, il semble quand même que tout ne sera pas de retour très longtemps, et notamment les chaînes d'Alex Jones et Nick Fuentes qui avaient été bannies pour des violations telles que des discours haineux. Bon, ça, c'est revenu que brièvement, c'est ça, Guillaume? Ouais, alors c'est un sujet assez intéressant parce que du coup, là, ça va être un stress test pour un peu toute la tech, toutes les plateformes, on va dire, et puis on peut le recouper avec un sondage intéressant de l'ARCOM. Bon, c'est la mode, hein, c'est vrai, la liberté d'expression, c'est important, là, aux États-Unis, surtout quand ça va dans un certain sens, manifestement, c'est très très important. Donc YouTube va revoir sa modération, accepter de nouveau les chaînes qui les avaient bannies. Donc là, effectivement, il est mentionné un focus sur le Covid et sur les élections qui vont revenir. Parce que bon, évidemment, YouTube s'empresse de dire que c'est la faute à Biden, qu'ils avaient rien contre tout ça, Bah bien enfin. sûr, hein. Et au passage, ils envoient un petit scud à notre DMA à nous, voilà. Que l'Europe, elle saoule parce que YouTube, il est gentil, hein. Et donc, si le gouvernement, du coup, il pouvait les protéger des méchants Européens, bon. Alors, je suis taquin, mais en réalité, pour le moment, les magas sont un peu déçus parce qu'ils s'attendaient à ce que tous les comptes reviennent tout de suite, immédiatement. Et c'est pas le cas parce que, oui, Fuentes et Jones, ils sont deux parmi les influenceurs magas les plus controversés, dirons-nous. Ils se sont fait virer quelques heures après être revenus. Alors, la raison Ça n'a pas traîné. principale, c'est que pour le moment, les gens qui se sont déjà fait virer ne peuvent pas créer un nouveau compte parce que ce serait trop facile. Ouais. Évidemment. Donc, alors évidemment, il va y avoir des exceptions à cette règle parce que sinon, Mhm. les comptes que j'ai cités, ils vont pas revenir non plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est qui va revenir, pourquoi, comment. Bon, déjà, Alex Jones est en train de crier à la censure. YouTube sera en guerre contre Infowars. Bon, ok, et c'est vrai que ça va être grosse pression, hein, parce que YouTube va devoir choisir jusqu'où aller. Jusqu'où aller à l'encontre de ses propres règles, finalement, jusqu'où risquer de perdre des utilisateurs aussi. Parce qu'il y a des utilisateurs qui pourraient ne pas se sentir assez encadrés, ou Mhm. au-delà même de la réglementation selon les pays d'ailleurs, hein. Mhm. Parce qu'en réalité, la liberté totale de dire toute la merde possible, c'est pas le kiff de tout le monde. Eh ben non. Figurez-vous qu'il y a une étude assez intéressante là-dessus, en France, hein, et qui concerne les jeunes entre 11 et 17 ans, et les réseaux sociaux. Alors, c'est fait par l'ARCOM, et on note que 62% d'entre eux ont déjà menti sur leur âge pour pouvoir accéder à une plateforme en ligne. Bon, c'est pas très très étonnant, hein, et de toute façon, quasiment tout le monde utilise au moins une plateforme, que ce soit YouTube, WhatsApp, Messenger, puis évidemment TikTok et compagnie. Et leur sentiment de sécurité varie selon la plateforme. Sur WhatsApp, ça va à peu près. Sur YouTube, Ok. un peu moins. Sur X et Telegram, c'est carrément pas top. Mhm. Et 65% des 11-12 ans ont déjà été confrontés à des contenus qu'ils ont jugés choquants, enfin, voilà, vraiment, qu'ils voulaient pas voir, quoi. Et 83% des 15-17 ans. Et peut-être étonnamment, les jeunes pensent à 45% que les plateformes n'en font pas assez pour les protéger. Et ils sont encore plus à souhaiter plus d'accompagnement. Et parce qu'ils se sentent parfois incapables de s'autoréguler, ils voudraient être plus encadrés. Et voilà, ils vont être plus aidés par les services eux-mêmes pour maîtriser leur consommation. Et ça, c'est 45 et 53. Donc, en gros, il y a quand même la moitié des jeunes qui veulent que les plateformes C'est énorme. soient Mm. en fait plus policées, quoi. Donc, en réalité, si YouTube devient un repère de maga conspi, ça fera pas forcément du bien à la fréquentation de la plateforme, en fait, hein. Donc, ça va être un peu un stress test pour YouTube, mais aussi pour toutes les autres, hein, je veux dire, bien entendu, hein, ça peut, parce que de toute façon, tout le monde va être sous pression. Parce que Trump, en particulier les magas, se retournent contre un peu toute la tech, finalement. Là, hein, là c'est parti. Donc ça concerne pas juste les anciens directeurs du FBI, hein, que Donald peut pas encadrer. Là, on est vraiment sur une lutte de pouvoir, hein, généralisée. Et dès qu'une boîte est perçue comme étant pas assez soumise, c'est parti, on attaque. Dernier exemple en date, hein, la chef des affaires internationales chez Microsoft, Lisa Monaco, Trump peut plus encadrer, il appelle à sa démission. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire, Il son l'aime crime, en pas. fait, mais c'est exactement ça, il ne l'aime pas, parce que son crime, Mm. c'était d'avoir été l'adjoint, enfin, elle a été l'adjointe
du procureur général Merrick Garland, qui a été en charge d'une procédure contre Trump. Donc c'est encore une vendetta personnelle, comme avec James Comey. Microsoft, lui, au milieu, il n'a aucune raison de renvoyer Lisa. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont le renvoyer? Comment ils vont se justifier de la garder ou de le renvoyer? Donc là, on voit bien qu'il y a une lutte de pouvoir qui est absolument sur tous les fronts, et ça va faire un super feuilleton. Hein. Ouais, on aura sans doute l'occasion d'avoir plein d'épisodes dans ce feuilleton. Je reviens sur l'étude que tu mentionnais. C'est marrant de voir qu'on se sent en sécurité, de moins en moins en sécurité à mesure qu'on est dans une plateforme qui expose un volume de contenu d'un grand nombre de personnes. Je clarifie ce que je voulais préciser. WhatsApp, finalement, tu es dans un environnement un peu contrôlé dans le sens où finalement tu discutes avec des gens, allez, tu connais grosso modo, ou même s'il y a des groupes de discussion beaucoup plus larges, quand même, l'essentiel de l'usage de WhatsApp, c'est plutôt contrôlé. YouTube, par exemple, tu es plutôt sur un environnement où tu vas consulter un contenu vidéo et je pense que la place des commentaires est pas si importante que ça. Par contre, dans les autres plateformes que tu as citées et qui semblent être celles dans lesquelles on se sent le moins en sécurité, finalement, ça semble être quand même les plateformes où on a le plus de masse de contenu qui sont exposées par un grand volume de gens. Est-ce que je peux péter en deux ton argument tout de suite? Ah bah, volontiers. Il est fait pour être soit abondé abondamment, soit pété avec un marteau. En fait, le contre-argument, c'est Telegram, parce que Telegram, il fonctionne un peu comme WhatsApp, hein, c'est quand même une messagerie à la base. Et en fait, les adolescents se sentent pas du tout en sécurité sur Telegram. Il y en a plein qui témoignent qu'il y a des gens chelous qui ont déjà essayé de les contacter et tout, quoi, tu vois. Alors, je comprends, et en fait, ton cassage de mon argument abonderait presque. Je vais faire un contre-kems, mais en fait, Telegram, c'est aussi un usage, certes, comme WhatsApp, mais en fait, je me suis rendu compte dans le temps, en observant un petit peu ce qui est fait Telegram, que énormément, c'est des boucles d'échange et des groupes. Et en fait, c'est marrant de voir que Telegram, de mon point de vue, et je suis tout à fait ouvert à ce qu'on me contredise, mais ressemble plus à une multitude de petits Twitter morcelés, sur lesquels, en plus, effectivement, tu as hyper facilement la possibilité d'envoyer tes messages et de solliciter des gens pour qu'ils rejoignent des groupes publics. Là où, encore une fois, WhatsApp, je sais pas, j'ai quand même le sentiment que l'essentiel, c'est des groupes sport, des groupes famille, des groupes amis. Je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Écoute. C'est vrai, non, c'est vrai qu'il y a cette particularité des groupes publics Telegram quand même par rapport à WhatsApp, c'est vrai. En gros, Telegram, c'est l'horreur, quoi. Moi, j'aimais bien pendant un temps, mais c'est devenu, je pense, extrêmement toxique. Moi, je n'utilise plus du tout Telegram. Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de choses qui étaient toxiques, qui m'arrivaient à cause de ça. Bon, j'ai un bon plan pour les auditeurs et les auditrices que vous a dégoté Guillaume. Donc, un bon plan pour vous si jamais vous passez beaucoup de temps au téléphone, jusqu'à $30 par jour. C'est ce que propose une nouvelle app, Néon, je ne sais pas comment on doit le dire. En échange, elle va transmettre vos données pour l'entraînement d'intelligence artificielle. Guillaume, je suis à peu près certain que te connaissant, tu t'es jeté sur cette proposition et que tu fais partie de ceux qu'on appelle les early adopters. Enfin, la vie privée, c'est bien, mais ça rapporte rien, c'est vrai. Ça peut même te coûter du pognon, quoi, si tu peux protéger ta vie privée. Tu vois, il faut que tu payes pour pas avoir de cookies, pour pas avoir des pubs, pour avoir des VPN. Ça te coûte des sous, c'est nul. Et pourtant, cette vie privée, elle a bien une valeur, puisque Néon te propose de te l'acheter, en gros. Alors, Néon, c'est un concept qui est plus ou moins nouveau, parce que voilà, vous rémunérez pour récupérer vos données personnelles, c'est pas nouveau, en fait. Mais là, ça va assez loin, parce que c'est carrément tes conversations téléphoniques qui vont être enregistrées pour entraîner des IA. Alors, ça passe par une application gratuite qui est actuellement parmi les plus populaires sur les App Store Android et iOS, donc tu vois, il y a beaucoup d'early adopters. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment toutes les conversations téléphoniques, c'est uniquement celles qui sont lancées dans l'app elle-même, qui est en fait une app de téléphonie, quoi. Et vous êtes payé 30 cents de la minute si vous discutez avec un autre utilisateur qui est lui aussi converti à Néon, et 15 centimes sinon. Et vous pouvez toujours essayer de le convaincre d'ailleurs, parce que parrainer quelqu'un, ça rapporte $30. Donc vous pouvez gagner $30 par jour au maximum. Alors c'est pas un plan de carrière, mais enfin tout de même, ça met un petit peu de beurre sur les crêpes, quoi. Et bien sûr, les données sont anonymisées et les appels sont chiffrés et uniquement vendus aux compagnies AI partenaires. Je suppose, voilà. Mais bon, après, comment tu vérifies comment tu vérifies qu'ils anonymisent bien aussi le contenu des conversations? Parce que bien entendu, tu vas parler de ta tante Adèle, tu vas parler de gens avec les noms, je sais pas. Mais bon, a priori, c'est ce qu'ils font. Curieux développement. Les boîtes IA sont complètement mortes de faim quand même, il faut quand même bien voir ça. Et en fait, elles cherchent partout de la donnée fraîche, et c'en est même presque inquiétant. Et si on écoute Arthur Mensch, donc, qui est président de Mistral, il dit « Au cours des 3 dernières années, nous avons réussi à compresser les connaissances humaines et à améliorer les modèles dans tous les domaines. Mais nous atteignons désormais un point de saturation. Ce qui signifie que la prochaine étape consiste à accéder à un nouveau type d'environnement. » Donc, il est en train de dire que les IA plafonnent.
En tout cas, elles sont proches du plafond, quoi. Et ce serait, avec les données déjà accessibles, c'est un peu fini, quoi. C'est pour ça qu'il faut des nouvelles données. Alors Mistral, lui, de son côté, il va pas aller chercher les communications téléphoniques, il va aller chercher des nouvelles données chez les entreprises. Donc globalement, ils veulent faire des partenariats avec des grosses boîtes pour entraîner sur des données propriétaires, quoi, des données qui sont évidemment Mhm. privées, pour des modèles qui soient soit meilleurs en général, soit meilleurs pour certains usages de ces boîtes en particulier, hein. Mistral se faisant bien sûr un plaisir de faire de l'IA as a service, hein, bien entendu, sur mesure pour tel ou tel client. Évidemment. La société, bah, on le voit, de toute façon, c'est les données qui vont être la clé de l'entraînement. On sent qu'effectivement, ils sont sur les dents un petit peu pour avoir de la donnée de partout. Il y a la société Meta, qui est derrière, vous le savez, Facebook, Instagram, WhatsApp, qui mise désormais gros sur l'intelligence artificielle. Et il pourrait faire, d'ailleurs, comme Elon Musk, on l'avait dit il y a de cela quelques épisodes, de Tech Café, le patron de Tesla, et faire un grand pari sur les robots humanoïdes. Mais en l'occurrence, concernant Meta, plutôt sur l'aspect logiciel, ils sont conscients que les humains en viande ont encore beaucoup d'avantages en matière de dextérité, j'ai l'impression, Guillaume. Alors on va reparler de Meta, ouais, qui veut, selon Andrew Bosworth, donc qui est CTO de Meta, donc Chief Technical Officer, bah, Meta va se lancer à fond dans le robot humanoïde. Et quand on dit à fond chez Meta, c'est à fond comme ils sont lancés dans le métaverse à fond, quoi. C'est-à-dire avec des Ah oui. centaines de milliards pour un résultat, disons, modeste. Bon, enfin, c'est pas très bien présenté dit comme ça, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit d'un pari ambitieux et disruptif qui a le potentiel de changer le monde tel que nous le Oh, connaissons. tu le dis bien. Ah, c'est Ah, mieux c'est bon. là, Tu peux voilà. faire tes PowerPoint pour convaincre des investisseurs, Bah, c'est bon. complètement. Et puis le métaverse a-t-il réellement floppé? Non, non, je dirais qu'il n'a pas floppé, parce qu'il n'a pas encore Ça fait vraiment 2 fois. commencé. Voilà, en fait, les Quest et les lunettes Meta, c'est qu'un début, elles viennent à peine d'avoir leur premier écran. Est-ce qu'on peut parler d'échec? Non, disons que ça ne fonctionne pas encore. Ouais. Mais bon, en ce qui concerne les robots, il y a une nuance de taille, hein. Ils veulent pas vraiment construire des robots eux-mêmes. Parce que c'est trop facile de construire les robots. Voilà, Mmh. c'est ce qu'il dit, hein. Le truc vraiment le plus dur, le velu, c'est le logiciel. Et l'intelligence, Ouais. évidemment, qu'il y a derrière, hein, sous-entendu. Et c'est ça que Meta veut faire. Il veut faire en fait un système d'exploitation pour robots. Et s'il OK. veut, alors il vaut bien construire eux-mêmes un robot qui s'appelle le Metabot. J'invente rien, hein, c'est comme ça qu'il l'a fait en interne. J'adore. Metabot. C'est une plateforme de référence qui sera faite pour une suite logicielle qui vont distribuer, comme Android distribué à tout constructeur de téléphone qui veut créer voilà, un téléphone compatible. Là, c'est pareil, vous créez un robot compatible et avec des spécifications précises, hein, puis vous pouvez lui implanter directement un cerveau, quoi, hein, le logiciel fonctionnel prêt à être livré au client. Voilà. Donc ça, le futur de Meta, c'est de créer l'Android des androïdes. Voilà, tout simplement. Ils ont un labo de robotique, hein, quand même, évidemment, quand même assez, enfin, assez top niveau, avec des talents qui viennent du MIT, qui viennent aussi d'autres équipes de Meta, hein, bien entendu. Alors, le nouveau labo de super intelligence, comme il s'appelle désormais, va participer aussi pour créer des world models, hein, ces fameux modèles du monde, donc ces fameuses représentations internes d'un environnement particulier, hein, qui pourrait faire que les IA dépassent un peu plus la simple prédiction, quoi, du prochain token Mmh. pixel ou je ne sais quoi, qui soit un peu, qui prennent un petit peu plus de hauteur, quoi. On va dire, un peu plus de recul. On va en parler peut-être d'ailleurs un petit peu juste après avec Google qui fait une étude assez troublante avec son générateur de vidéos VO. Mais donc Ouais. ils partent aussi potentiellement sur des designs un peu plus simples. Par exemple, ils se moquent à moitié, là, Andrew, de l'Optimus. Il dit: «Ouah, est-ce que vraiment on a besoin de 23 degrés de liberté sur une main? Même Mmh. moi, j'ai besoin que 2 doigts». Bon, je pense que s'il fait allusion à la manière dont il tape sur son clavier avec 2 doigts, Ah oui, je ouais, pense bah, que c'est comme j'espère. ça c'est comme Je ça veux qu'il pas en fait. savoir plus en tout cas. Je préfère bénéficier du doute. Oui, ah bah, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec 2 doigts, je veux dire, hein. Oh, bah, c'est sûr. En fait, paradoxalement, il a peut-être pas complètement tort, le pire, parce que, il dit aussi qu'une énorme partie du boulot, ça va être de créer des datasets sensorimoteurs, pour une immense variété de situations. Il croit pas Mmh. forcément à l'approche directe tout visuelle de Tesla. Il pense que, Tesla, ils ont des données effectivement pour les voitures, mais pas pour les robots et que ça va les handicaper. Parce qu'à peu près personne, en fait, a des données pour les robots. Un autre Mmh. paraît ambitieux pour Meta, parce que bon, faire des robots humanoïdes avec des mains fonctionnelles, c'est délicat, hein. Eh ben, c'est vrai que ça va être très, très dur, même pour eux et même avec 2 doigts. En fait, il y a un long article, de Rodney Brooks, qui est un roboticien vétéran, il a 70 ans maintenant, qui explique que, bah, c'est compliqué, voilà. Lui-même pense que malgré les investissements massifs, les robots humanoïdes actuels ne parviendront pas à acquérir une dextérité comparable à celle des humains. Alors le mec, il a 70 ans, ça veut dire qu'il a passé beaucoup de temps à réfléchir au sujet Tu et m'étonnes. il fait tout un historique, hein. Il revient sur les années 70 avec Wabot, puis après sur Asimo, hein, donc qui est plus récent, plus près de nous, dont vous vous souvenez peut-être, hein.
pour lequel d'ailleurs la dextérité, c'était pas la meilleure stat sur la fiche de perso. Hein. Simon, hein, il marchait, il faisait des trucs, vraiment, il ne fallait pas non plus trop lui mettre des coups de pied. Quoi. Les humains ont 17 000 récepteurs tactiques dans chaque main. Le toucher a une importance capitale pour la dextérité. Et donc tout ça, c'est vraiment très compliqué, c'est vraiment très chaud à reproduire. Et même la marche, hein, qui est quand même pas mal maîtrisée, elle reste encore assez rigide et quand même encore en retrait par rapport à la nôtre. Et donc pour lui, même dans 15 ans, la dextérité humaine restera hors de portée. Donc à voir, hein, ça, moi je sais pas, je suis pas roboticien, mais c'est un article qui est intéressant et qui va pas plaire à beaucoup d'investisseurs, ça. Mmh. Et puis, ça abonde aussi, hein, dans ce que tu avais, déjà relayé, quant au projet, d'Elon Musk, là encore une fois sur la robotique, où il n'y avait pas eu de démonstration pour l'instant, d'un gros attendu massif. Écoute, on verra si ça leur sert, quand même de relais de croissance dans le milieu de la tech. Une nouvelle fonctionnalité de Gemini, l'intelligence artificielle de Google, arrive avec une voix synthétique qui franchit, j'ai l'impression, hein, encore un cap en matière de phrasé et de proximité avec la diction humaine. Après Nano Banana, le modèle de Google qui est dédié au traitement des images dont on avait parlé et qui est vraiment bluffant lui aussi, il semble quand même bien que l'innovation rivalise avec OpenAI en matière d'intelligence artificielle. C'est basé nativement sur les sons de la voix, Guillaume, pour l'entraînement, Oui, c'est ça? c'est ça. Bah, en fait, c'est une mise à jour omnimodale de Gemini qui devient audio natif. Donc, il va parler comme GPT-4o en son temps, quoi, hein. Il va parler de manière Mhm. beaucoup plus naturelle. Donc, en écoutant directement ce que tu dis et en synthétisant directement du son, ce qui fait qu'il peut avoir des émotions dans la voix, etc. Et donc, en fait, Gemini Live devient proche, quand tu discutes avec Gemini Live, ça devient très proche d'un coup de fil, quoi, d'un coup de fil normal. Vous pouvez tester ça sur AI Studio. Donc, ça, c'est vrai que c'était une mise à jour intéressante cette semaine. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant cette semaine, Juste c'est... avant que tu enchaînes avec la suite, est-ce que ça veut dire qu'on peut abonner Gemini en parrainage sur Néon, converser avec lui et optimiser, tu penses? Je sais pas. Oh, mais certainement. Alors, le truc, c'est que peut-être ça va te coûter plus cher que 30 centimes de l'heure, je C'est sais pas, vrai, de la j'avoue. minute ou je sais pas. Enfin bon, écoute. Mais oui, c'est vrai que cette semaine, il y a DeepMind, donc voilà, le labo de Google, qui a fait une étude sur VO3. Alors, il présente ça comme une étude académique, une étude, voilà, comme une étude universitaire, quoi, mais c'est pas vraiment une étude académique au sens strict, hein, parce que les puristes me diront, et ils ont raison, hein, que c'est un modèle fermé, VO3. Mmh. Donc on contrôle rien, le papier n'est pas On peut pas reproductible, reproduire. et puis le jour où VO disparaît ou évolue ou change, le papier perd toute valeur, quoi. Je veux dire, on ne sait plus de quoi on parle. Ouais. Donc c'est vrai, mais on peut quand même se pencher sur les résultats, qui seront sans doute testés aussi sur d'autres grands modèles de génération vidéo, hein, et bon, il existe des open source. Leur thèse, c'est que VO3 est déjà ce qu'on pourrait appeler un modèle fondation pour la vision, comme les grands modèles de langage sont des modèles fondation pour le langage. Alors l'idée, c'est quoi? C'est que un modèle de langage, c'est quoi? C'est un truc qui est entraîné une seule fois sur une tâche qui est très précise et très simple, et que malgré ça, il est capable naturellement de faire une multitude de choses, de faire des tâches linguistiques différentes. Un LLM, il n'a pas été entraîné pour traduire des textes, hein. Il est pas entraîné non plus pour trouver des synonymes, pour faire des calculs, pour programmer, pour résumer des textes, ou pour écrire des poèmes, hein. Mais tout ça, il peut le faire. Il suffit de lui demander, en gros. Et c'est pour ça que ce sont des modèles fondations, parce qu'ils sont généralistes d'un point de vue Mmh. linguistique. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir la même chose pour la vision? C'est-à-dire en gros un modèle unique, mais qui saurait faire plein de trucs du domaine de la vision. C'est-à-dire lire du texte, c'est-à-dire transcrire du texte, faire de la reconnaissance de OK. texte, Mmh. identifier et localiser des objets, altérer des parties de l'image, manipuler la résolution, changer l'éclairage, etc. Un modèle fondation pour tout ce qui touche à l'image, en gros. Et la réponse, c'est qu'on l'a déjà, ce modèle, et que VO3 en est un. Sous-entendu, probablement tout modèle de génération vidéo suffisamment entraîné, hein, suffisamment évolué, parce que c'est au VO3, certes, il sait faire une vidéo d'un cochon qui joue du piano, mais il sait faire surtout énormément de choses pas évidentes du tout, et qui visuellement peuvent même aller jusqu'à des raisonnements. Donc VO3, il est entraîné à générer des vidéos à partir de prompts et d'images. Donc vous pouvez lui donner une image, vous pouvez lui demander ce qui se passe, enfin qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe, voilà, avec cette image, et puis ça vous fait une vidéo. Et donc on peut considérer que le contexte, c'est la vidéo, c'est l'image de départ, pardon, c'est l'image de départ. Et le prompt, ça permet de donner des instructions. Et donc vous pouvez demander un traitement. Par exemple, sur l'image donnée, la vidéo générée va montrer le processus et l'image de fin sera le résultat. Par exemple, on en avait au 3 une image de départ, par exemple, je sais pas, un perroquet très pixelisé, très moche, très pixelisé, puis on lui demande d'augmenter la résolution de l'image, et bien il va le faire en vidéo. Vous allez avoir une animation où le perroquet va devenir moins pixelisé. Pareil pour enlever le flou, pour détecter des bords, segmenter l'image, il va pouvoir isoler le perroquet de la forêt, il peut augmenter la luminosité d'une scène, il peut aller beaucoup plus loin. Un VO peut enlever l'arrière-plan de la scène, et tu laisses que le perroquet sur fond blanc.
Il peut combler des trous que vous faites dans la vidéo, dans l'image, hein. Il peut changer le style de la scène, il peut refaire la composition, il peut manipuler du texte. Il peut faire de la retouche d'image, en fait. Vous pouvez même mettre au feutre ce que vous voulez qu'il fasse, hein. En gros, je sais pas, tu mets un bonnet au perroquet comme ça, viteuf, tu le traces au feutre, et puis, bah, il met un bonnet sur le perroquet, un vrai, un beau. VO3, en fait, il est aussi puissant que Nano Banana. Mais il va encore plus loin, parce qu'il peut imaginer des poses différentes pour les scènes, pour les sujets, il peut reproduire des phénomènes physiques, comme des trucs qui tombent, des trucs qui flottent. Et encore plus étonnant, il peut faire des sortes de raisonnements. Si vous lui montrez un graphe, voilà, ou une image de graphe, quoi, voilà, avec des nœuds comme ça qui sont reliés entre eux, et vous peignez un de ces nœuds en bleu, et vous lui demandez de propager le bleu, et ben il va propager le bleu dans tout le graphe progressivement. En fait, il va traverser le graphe. Il peut compléter des suites logiques aussi, de graphiques. Alors par exemple, ça va être des tests, comme des tests de QI que vous trouvez dans les magazines, là. Des tests avec des suites d'images qui forment quelque part une suite logique. Et puis, en fait, la suite des images qu'il va lui produire agit comme une chaîne de pensée, comme diverses étapes d'un raisonnement, et il va résoudre le petit problème de QI. Il peut même compléter un sudoku simple. Il peut faire sortir une souris dans le labyrinthe. Il peut, et toujours en vidéo, bien sûr. Tout ça, il le fait en vidéo. Donc en gros, il y a 69 tâches qui ont été testées sur VO3, et sur ces 69 tâches, les performances de VO sont très variables. Sur certaines, il est parfait. Sur d'autres, bon, il a beaucoup plus de mal, évidemment. Mais sur certaines, il est juste moyen, quoi. Il y arrive des fois, et des fois, il n'y arrive pas. Il a, en fait, pour reproduire des phénomènes optiques, pour combler les blancs, pour segmenter tout ça, il est très très bon. En perception, il est très très bon. En modélisation, il est très bon. En raisonnement, il est beaucoup moins bon. Mais quand même, Ah, il n'est pas complètement nul. Et donc, c'est comme un LLM, hein, il a une foule d'aptitudes différentes pour lesquelles il n'a pas été explicitement entraîné et pour lesquelles il a un niveau de compétence qui est variable, et c'est vrai pour les LLM aussi, hein. Donc VO3 mériterait le qualificatif de modèle fondation pour la vision. Et comme ça, ben, on peut dire que du coup, c'est quand même pas mal, parce que le LLM, le grand modèle de langage, ça a été un changement de paradigme pour la linguistique. Les modèles de génération vidéo pourraient devenir aussi des changements de paradigme pour le domaine visuel. Du coup, possèdent-ils une représentation interne? Sont-ils des world models? C'est pas impossible, vu les capacités intuitives dans le champ visuel qu'ils ont l'air de développer. C'est vraiment intéressant, et d'ailleurs, c'est des choses qui seraient aussi très utiles à un robot. bah, c'est fascinant parce qu'en plus, ça paraît presque plus logique, je ne sais pas comment le dire, mais qu'un modèle comme ça basé sur, l'image, la captation de la vision, arrive à avoir une espèce de compréhension du monde, bah, me semble beaucoup plus logique effectivement que les capacités émergentes qu'ont les LLM plus traditionnels qu'on a eu l'habitude, d'observer maintenant. Donc je trouve ça rigolo. Écoute, c'est top. Il faut, évidemment aller, voir le document d'étude. Vous allez voir, les petites vidéos sont très parlantes et feront un bon rebond par rapport à ce qu'explique, Guillaume. Tu parlais de DeepMind, eh ben, justement, on a Google. Alors là, ça va faire écho à ce que tu expliquais sur, Meta. Google qui, comme Meta, pense qu'il y a un avenir dans la robotique. En tout cas, donc sa filiale DeepMind, qui a publié l'étude dont tu viens de parler, dédiée à la recherche, a dévoilé 2 modèles d'intelligence artificielle dont la promesse est simple: rendre les robots plus polyvalents. Est-ce que le robot qui fera notre lessive, étendra et repassera le linge arrive bientôt, Guillaume? Elle est là, la vraie question. Et oui, c'est une news qui va vous terrifier. Alors, pas forcément tout de suite, mais vous allez voir. Et oui, Google fait aussi des recherches en robotique. Bien entendu, on parle régulièrement de Gemini Robotics. Gemini Robotics, c'est un Vision Language Action, un VLA. Donc en fait, il étend le concept de modèle de langage multimodal, hein, donc modèle qui voit des choses, au robot. Donc c'est un modèle alors c'est un modèle unique déjà, qui peut s'adapter à différentes morphologies de robots, hein. Il est fondationnel, hein, lui Mmh. aussi. Et puis il peut aussi produire des actions, c'est-à-dire qu'on donne des instructions en texte et un contexte visuel et moteur, et lui va produire des actions pour modifier ce contexte visuel, sensorimoteur, quoi. Et bon, vous n'avez pas pu rater que dernièrement, la mode, c'est aussi les IA qui réfléchissent, quoi, qui raisonnent, hein, entre guillemets, Mmh. avec des très très longues chaînes d'idées. Et donc, c'est le concept que Google a emprunté pour créer Gemini Robotics ER, qui vient de sortir en version 1.5 et qui est aussi bon que GPT-5, mais qui pilote des robots. Donc, c'est comme si GPT-5 pilotait des robots, plus ou moins. Alors, vous me direz, bah, c'est cool, hein, les robots intelligents, c'est sympa, ça avance, tout ça. Donc, ils vont pouvoir faire ma lessive, c'est super. Oui, c'est vrai, mais après, j'ai aussi une autre info qui est assez rigolote. C'est des chercheurs en cybersécurité qui ont trouvé une faille dans les robots Unitree. Une Aïe, faille aïe, qui aïe. permet très facilement de prendre le contrôle des robots. Alors, le robot Unitree, c'est les Chinois, ils font des robots chiens qui ressemblent énormément aux robots de Boston Dynamics.
Ils font aussi des robots humanoïdes. Voilà, ils pourraient en faire même des robots humanoïdes très évolués hein, et qui sont vraiment pas très chers. Donc votre robot chien ou votre domestique humanoïde peut être hacké à distance et quelqu'un peut en prendre le contrôle. Donc il peut lui ordonner de vous poignarder ou juste Ah se oui. contenter de vous espionner par les caméras ou de Ah là fouiller là tes là là. affaires dans tes placards avec ses mains robotiques. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En l'occurrence, la faille vient d'une vulnérabilité dans la connexion Bluetooth et elle est facile à utiliser pour implanter un malware qui lui-même peut se propager. Donc ça veut dire qu'un robot hacké, un robot malade, qui est un robot hacké par un malware, peut le filer à ses collègues quand il passe à côté, par Bluetooth. Même s'il ne les voit pas hein, par Bluetooth, à quelques mètres, quoi, quelques dizaines de mètres, même à travers les murs, il peut infecter d'autres robots. Et exactement comme nous, en fait, hein, quand on est malade, on peut infecter d'autres personnes, et bien un robot peut infecter d'autres robots. Donc c'est une maladie, potentiellement, on a la première maladie contagieuse pour les robots. C'est le premier rhume de robot, mais qui a quand même de lourdes conséquences, quand même. Et ça, c'est un peu le cauchemar quand même, parce que Mm. imagine le hacker qui prend le contrôle d'un robot avec un malware contagieux. Bon, le malware, Ouais. il dit rien, il fait rien, il reste là tranquille, mais il se propage. Comme c'est un ver, ni plus ni moins, mais c'est un ver pour robot. Il se propage et donc tu crées, au fur et à mesure que le robot se déplace et croise des collègues, tu crées un botnet. Mais un botnet avec des pattes. Un botnet Mhm. avec des bras et des jambes. Un botnet qui est une véritable armée de robots humanoïdes qui ne cesse de grandir comme ça au fur et à mesure que les robots se rencontrent. Imagine dans une usine, un robot est contaminé, ça se propage dans toute l'usine elle tombe sous le contrôle du pirate immédiatement. C'est tous les robots d'un quartier, si on peut imaginer un futur comme on en a dans certains jeux vidéo ou certains films de science-fiction, De où Rick et des Morty. robots, tout le monde a des robots chiens, des robots voilà, domestiques, tu peux infecter tout un quartier avec ce truc comme ça. Et tu peux prendre tu peux prendre possession de tous les robots et c'est un véritable film de science-fiction qui devient réalité avec ce problème. Alors c'est une vulnérabilité qui n'a pas encore été patchée. D'ailleurs, hein, c'est pas la seule des robots Unitree. Unitree, ils n'ont pas l'air de trop se prendre la tête avec la sécurité pour le moment. Alors c'est vrai que pour le moment, les robots courent pas les rues, donc ce scénario-là, bon, voilà. Mais dans 10 ans, mais dans 20 ans, vous avez une toute nouvelle source de problèmes potentiellement très sérieux. C'est que, comme les ordinateurs, les robots peuvent avoir des vers, des malwares, des virus qui se propagent. Mais eux, la différence, c'est qu'ils bougent et qu'ils se rencontrent entre eux, qu'ils communiquent entre eux et qu'ils peuvent aller à l'autre bout de la ville peut-être. Et ça, c'est un nouveau type de problème. Effectivement, un problème, si jamais en plus c'est un problème aussi lourd qui est amené parce qu'on a juste envie de confier notre tâche de repassage, c'est pas forcément rassurant. Est-ce que vous repassez chez toi, Guillaume? Est-ce que vous repassez des Hem, vêtements? Très, très peu, un petit peu, mais très, très peu. D'accord. Moi, je repasse plus du tout. Mais par Hem contre, je pense qu'on pourrait lui trouver des choses à faire, hein, faut pas Oui, 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 bien sûr. Non, non, mais je focalise sur le repassage parce que c'est une tâche dont je me suis, largement libéré maintenant. Tu sais que quand je travaillais en entreprise, je mettais encore des chemises, Guillaume, pour faire sérieux, tu vois? Tu te balades pas en maintenant tu restes t-shirt en dans certains slip milieux. tout le temps, c'est un plaisir. Et voilà, maintenant je suis en caleçon parce que bon, j'ai changé de vie. Bon, j'avais quand même trouvé des chemises non-iron, comme on dit, qui nécessitent pas de repassage. Bon, enfin, en tout cas, maintenant, la chemise, c'est fini. Bon, c'est l'opportunité pour moi, évidemment, de transmettre quelques infos à mon sujet parce que, effectivement, si vous le saviez pas, depuis le début de l'année 2025, j'ai démissionné. J'ai tourné le dos au monde merveilleux du salariat et du monde de l'open space pour le meilleur et pour le pire. Puis je dois dire, bon, à ce stade, je prends évidemment énormément de plaisir. J'apprends beaucoup et puis, je dois dire qu'arbitrer mon temps comme je le souhaite, c'est un cadeau qui est sacrément précieux et par contre pour ça, il faut, comme toutes les grandes boîtes tech, alors sans doute pas même dans les mêmes proportions, mais, un peu d'argent et j'aimerais, que ce soit pas le cas, mais oui, il faut avoir des revenus pour, vivre et puis, les revenus depuis que je me consacre pleinement à Tech Café, ce sont les abonnés premium au podcast qui me l'apportent. Ça se passe avec une plateforme qui s'appelle Patreon et en fait, ça permet de s'abonner pour une somme mensuelle et puis de soutenir un créateur de contenu en échange. Vous bénéficiez d'avantages et notamment les épisodes sans la pub et puis des infos exclusives. Mais aussi et surtout, et je pense que c'est peut-être le plus important, ça garantit qu'on pourra faire le plus longtemps possible notre travail pour vous mettre Tech Café à disposition. Alors, voilà, hein, si vous en avez la possibilité, même si c'est pas pour, que je m'achète des chemises, je vous invite à aller sur patreon.com/techcafé. Il y a même une possibilité de s'abonner gratuitement à la page de Tech Café, donc il y a pas les contreparties, mais vous avez quelques infos, en exclusivité et il y a aussi, je voulais vous le souligner, un abonnement annuel pour économiser un petit peu dans votre budget. Je sais que cet abonnement a beaucoup, d'intérêt.
Tout est sur patreon.com/techcafé. Merci donc en tout cas beaucoup à Mehdi, Bebs, Laurent Berlandier qui sont venus s'abonner depuis la semaine dernière. Dans la suite de l'info, on a la conséquence un petit peu de ce que tu as abordé sur l'arrivée prochaine peut-être des robots, mais en tout cas l'arrivée constatée des intelligences artificielles sur l'activité, le monde du travail. C'est une question récurrente qu'on se pose aussi dans Tech Café. Et OpenAI, le créateur de ChatGPT, propose un nouvel indicateur réaliste du travail des pros, montrant que les modèles récents sont déjà compétitifs sur certaines tâches. Donc ça alimente ce fameux débat et la réflexion sur le rôle de l'intelligence artificielle sur le monde du travail, Guillaume. Ouais, réflexion qui est vraiment en pleine ébullition en ce moment. On a beaucoup de retours qui sont parfois contradictoires sur l'impact de l'IA sur le monde du Ouais. travail. C'est compliqué, c'est encore tôt, et puis économiquement, c'est très volatile en ce moment. Donc les jeunes ont-ils plus de mal à trouver du boulot aux États-Unis? C'est une tendance claire, c'est vrai. À quoi elle est due? C'est pas si évident que ça. Alors à l'IA en partie, c'est très possible, mais selon Jérôme Powell de la Fed et plusieurs autres analystes, c'est aussi à cause d'un marché de l'emploi qui est bloqué plus ou moins, parce que c'est un marché qui a très peu de turnover en ce moment, donc les postes se libèrent pas et donc ils s'en créent pas non plus. En gros, l'économie ralentit et c'est ça qui causera le plus gros du problème. D'un autre côté, on a une étude de Stanford qui montre que les secteurs les plus exposés à l'automatisation embauchent effectivement moins et que ça touche que les débutants. En fait, ça touche que les jeunes qui sont inexpérimentés. En fait, à partir de 30, 35 ans, t'es tranquille, mais avant, en particulier les 22-25 ans, on a une baisse de presque 20% entre juillet 2021 et juillet 2025. Donc l'IA aurait quand même un impact net et assez paradoxal qui montre quand même un manque de vision à long terme assez clair des entreprises, parce que les entreprises peuvent se passer plus facilement des jeunes inexpérimentés sur les tâches plus simples, mais si on n'embauche plus que des gens expérimentés, qui sera expérimenté demain? Eh oui, Que et les tu peux expérimentés pas, ils sont oui. partis en retraite et que tu n'auras plus embauché de jeunes à former. Bon, en tout cas, pour ne rien arranger, OpenAI, effectivement, enfonce le clou en annonçant d'une manière très publicitaire. Il faut dire que les chatbots modernes approchent le niveau de qualité des experts humains. Alors, ils sont fair play, ils testent aussi les concurrents. Et ils trouvent d'ailleurs que Claude Opus surpasse GPT-5 sur leur propre benchmark, ce qui est... C'est fair play. Voilà, fair play, c'est vrai. Après, c'est plus compliqué que ça aussi quand même, parce que bon, quelles tâches finalement, ça regroupe pas un nombre aussi énorme de tâches que ça. OpenAI met en place un nouveau set de tests de performance, un nouveau benchmark, qui est constitué de tâches réelles, c'est vrai, qu'on demande à un humain en général en entreprise. Ils se sont intéressés à 44 postes dans 9 secteurs différents pour 220 tâches. Les emplois en question ont tous bien sûr une très forte composante numérique, évidemment, ça doit être fait sur un PC quoi. Mais les secteurs aussi ont un gros impact économique. C'est le choix de prendre des trucs à fort impact économique. Alors, il y a l'assurance, l'immobilier, la santé, la vente, la finance, etc. Bon, ok. Concrètement, ça va revenir à produire soit un document Word, soit un PowerPoint, soit un PDF, soit un Excel, très très rapidement. Et c'est là qu'on se rend compte que Claude est d'ailleurs pas si bon que ça en texte brut. Par contre, il déchire sur PowerPoint. Le mec, il sait faire des PowerPoint magnifiques. Bon, incroyable. sachez-le. Par exemple, Alors, par exemple, une tâche typique, ça va être de produire un rapport financier à partir de données, un projet d'investissement pour bullshit un banquier, un pré-diagnostic pour un patient, une brochure pour un agent immobilier, voilà, pour vendre un truc. Bon. Pour bullshiter les clients. Voilà, pour créer un visuel pour une campagne de pub, pour bullshiter les clients, effectivement. Faire un plan de table, voilà, ça, un plan de table, je pense que c'est le plus compliqué. Alors c'est très compliqué, mais... Et puis surtout, quand tu dis c'est pas moi, c'est l'IA qui l'a fait, ça t'enlève un nombre de problèmes. C'est exactement ça. Enfin, c'est des tâches qui peuvent être très longues, en fait. Notez bien que ça peut prendre jusqu'à 7 heures à des humains de faire certaines de ces tâches-là. Un plan de table? Un plan de table, c'est 45 heures. Apparemment, le temps gagné en utilisant un modèle en utilisant une IA, devient rentable quand on utilise un modèle qui est très puissant. Bon, c'est assez logique. Si tu prends un modèle qui est un peu trop con, tu vas passer trop de temps à le corriger ou à refaire les trucs. C'est contre-productif. Par contre, si tu prends un GPT-5 ou O3, il y a un gain de temps net parce qu'en moyenne, tu as un truc correct du premier coup. Donc, ça tombe bien, c'est bon pour leurs affaires, ça. Ça tombe très très bien, n'est-ce pas, pour une étude OpenAI. Et alors, est-ce que c'est l'apocalypse de l'emploi? Alors, pas encore tout à fait quand même, parce que donc ce benchmark qui s'appelle GDP Evil, GDP pour PIB en fait, Gross Domestic Product. Donc c'est l'équivalent du PIB. Donc GDP Eval ne concerne que les secteurs qui contribuent d'au moins 5% au PIB. Et dans ces secteurs-là, ils ont choisi les emplois les plus lucratifs. Et ceux aussi qui sont les plus numériques, c'est-à-dire sur lesquels on passe le plus de temps sur un PC. Donc rien que tout ça, c'est quand même assez restrictif. Donc ça ne concerne vraiment pas du tout tous les emplois, loin de là.
même Mhm. dans les corps comme dans les secteurs, dans les corps d'emploi sélectionnés. Ça ne concerne pas non plus toutes les tâches, d'ailleurs, hein, bien entendu, parce qu'il y a des tâches que tu fais, je sais pas, t'es radiologue, bah, tu fais des tâches sur ordinateur, puis tu fais des tâches aussi pas sur ordinateur, évidemment. Donc une autre limitation, c'est que toutes les tâches sont des one-shots, c'est-à-dire je te donne du boulot à faire, enfin à l'IA, hein, et tu le fais et c'est tout. Il n'y a pas de Mhm. dialogue ou d'aller-retour, alors que la plupart du temps, c'est comme ça que tu fais, hein, tu dialogues avec un chatbot comme un collègue, quoi. Par contre, il y a une grosse limitation à cette étude, c'est qu'elle ne prend pas en compte les erreurs catastrophiques. Et ça, pourtant, c'est crucial, parce qu'une erreur Ah oui, catastrophique, c'est ça quoi? peut te rajouter du temps, ça peut te Évidemment, rallonger une du temps. erreur Ah oui. catastrophique, c'est un truc qui peut anéantir des jours de travail, voire ruiner une compagnie. Imagine les conséquences sur le plan de table. Bah, si jamais tu mets mémé à côté de beau papa ou je sais pas quoi, et c'est un peu l'idée. Mais non, mais Ah enfin oui. voilà, bien entendu, c'est un Non, truc mais je comprends, hein. catastrophique, c'est tu insultes un gros client, tu fais Bah foirer oui. un contrat, tu effaces une base de données client cruciale, comme c'est arrivé, n'est-ce pas? On en avait parlé, Avec à ouais. cette IA de Replit, hein, un truc qu'on Mmh. avait relayé. Une erreur catastrophique, c'est une erreur qui a un coût disproportionné quand ça arrive. Et durant le test, GPT-5, qui est même le plus fort, hein, un des plus forts après Opus, alors GPT-5, si on regarde les chiffres, hein, il est meilleur qu'un humain 22,9% du temps. Ça, c'est quand et c'est jugé par des humains, OK, hein, c'est jugé par OK. des experts humains. J'allais Il dire est 1 fois sur 5 schématiquement? à peu près, oui, voilà, une fois sur 3, 5, 4, 5. Il est 4, ouais. acceptable, mais bof, 47,7% du temps. Il est carrément mauvais 26,7% du temps et il est catastrophique 2,7% du temps. Aïe, bah, ça fait Et beaucoup ça, finalement. c'est pas bien parce que vu les coûts catastrophiques des erreurs catastrophiques, bah, il y aurait probablement eu des faillites en fait Ah oui, dans la vraie ouais, c'est vie sûr. au cours Ouais. de ce test. Tu vois, ou tout au moins un bénéfice net qui serait en nette baisse et qui peut-être vous disons relativiserait tu vois, l'intérêt d'utiliser des IA quoi. Donc, et mine de rien, je pense que c'est une des plus grandes faiblesses de ce test, en fait, hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, Geoffrey Hinton lui-même disait qu'on n'aurait plus besoin de radiologues, parce qu'on avait des Mmh. IA qui étaient fortes pour analyser les radios. Non, mais en fait, si, hein, on a toujours des radiologues, hein, et heureusement. Et en fait, ces radiologues, bah, ils sont là parce que bah, les IA font des erreurs quand même sur les cas limites. Parfois, ils font des erreurs juste débiles. Et ça, on ne veut pas, quoi. C'est trop crucial. Évidemment. Bah, on continue toujours dans les questions récurrentes sur l'intelligence artificielle et puis après la question de l'apocalypse ou pas de l'emploi. Une question peut-être encore plus fondamentale continue de se poser. On ne se demande même plus s'il y a une bulle ou pas, mais plutôt quelle est sa taille et ce que ça ferait si elle éclatait, Guillaume. Et alors, l'IA est une bulle, puisque même Sam Altman le dit, on le sait, mais à quel point? À quel point elle est grosse, cette bulle? Bah, il semblerait qu'elle soit vraiment très très grosse, ces Bubblezilla, quoi, et que quand elle éclatera, ça pourra avoir des proportions apocalyptiques. Alors, no stress, hein, je dis ça juste en passant. Il y a conjointement un article de The Atlantic et un rapport de la Deutsche Bank qui vont dans ce sens, hein, puisqu'en substance, ils disent que la bulle de l'IA, c'est elle qui tire à bout de bras toute l'économie américaine et qui camoufle une récession qui devrait déjà avoir lieu, ou qui devrait avoir lieu d'ici peu. C'est Georges Saravelos, pas Georges Soros, ça tout va bien, montre graphique à l'appui hein, que la croissance du PIB américain n'est due qu'aux incroyables investissements faits par le secteur tech qui, pour éviter la récession, doivent rester toujours aussi hauts, voire augmenter dans l'avenir, hein, ce qui est très peu probable. La Mmh. moitié des gains capturés par l'indicateur SCP 500 l'ont été par des valeurs tech dont les investisseurs sont surexposés au secteur de l'IA en particulier. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas mes mots parce que je parle rarement moi-même spontanément de l'indice SCP, ou de Bain Co d'ailleurs, hein, qui assure par ailleurs qu'en 2030, l'IA devrait rapporter 2000 milliards de dollars, sinon elle ne pourra pas continuer à s'autofinancer. Donc, bon, petit peu de pression quand même. Or, les études sur les impacts positifs de l'IA et sur la productivité sont pas vraiment si spectaculaires en fait, hein. Alors oui, il y a peut-être voilà, il y a peut-être des améliorations, mais est-ce que ça vaudra 2000 milliards? Je suis pas complètement clair. Et parfois, il y a même recul de la productivité, hein. Il y a une étude de Metter sur les développeurs hein, qui montre par exemple qu'ils seraient 20% plus longs avec les outils. C'est très difficile à avoir, quoi, en fait, hein. Donc il y a quand même pas mal de raisons de penser que l'impact de l'IA ne pourrait, enfin, disons, pourrait ne pas être aussi flamboyant qu'espéré. Et donc, il n'y a pas vraiment de raison réelle à ce que le marché soit aussi délirant. D'autant qu'on commence quand même à voir des trucs qui vraiment poussent à se poser des questions, hein, comme Nvidia qui veut investir 100 milliards de dollars dans OpenAI. Tu l'avais mentionné la dernière fois, il me semble, hein. Bon, Mmh. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, parce que Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans OpenAI, qui va acheter Ah des là puces là, Nvidia. c'est Donc un en peu le gros, serpent qui se mord la queue cette histoire Nvidia quand même. finance la demande de ses propres puces pour maintenir les prix du marché. Ça sent le pump and dump un peu quand même, hein. Ouais.
Ça quand sent même. un peu pareil. Et là, on commence à avoir aussi des acteurs qui s'endettent. Il y a CoreWeave, par exemple, hein, qui veut se positionner absolument comme le fournisseur de GPU numéro un. Il a des finances très, très créatives, CoreWeave, hein. Et même si on reparle du très médiatique contrat à 300 milliards de dollars entre OpenAI et Oracle, en fait, c'est pas si simple, hein. Parce que Oracle, certes, il va devoir fournir de la capacité à OpenAI, il va vendre la capacité à OpenAI, mais donc là, il va devoir la créer, cette capacité. Il va falloir qu'il se dimensionne avant d'être payé par OpenAI. Et pour ça, il va emprunter. Il va emprunter beaucoup pour pouvoir accroître ses capacités. Il va emprunter dans les 25 milliards de dollars pendant 4 ans. Or, Oracle, on ne le sait pas forcément, mais c'est une compagnie qui est déjà très endettée. Elle a 82 milliards de dettes à long terme et un ratio capitaux empruntés sur capitaux propres de 450%. Ah, c'est massif, Alors la vache. que c'est 11% pour Alphabet et 33% pour Microsoft. Waouh. Mais ça n'empêche pas l'action Oracle d'avoir doublé entre avril et septembre. Est-ce que c'est bien raisonnable? Sans compter qu'ensuite, c'est OpenAI qui va lui acheter ses capacités pour qu'il puisse rembourser ce prêt. Ah la vache, c'est OpenAI consanguin, punaise. va racheter ça avec de l'argent qu'il a pris aux investisseurs et qu'il aura ou pas selon le contexte économique et combien il peut vendre d'abonnements, quoi, globalement, hein. Oh la Et quand on voit vache. le cash qu'il est en train de brûler chaque mois, c'est pas complètement évident que ça se passe bien. Donc là, on passe d'investissements monstrueux et pas forcément fructueux par des gens pétés de thunes, comme, voilà, je sais pas, Meta, Microsoft, qui a de toute façon énormément de trésorerie, ok, à des investissements monstrueux et pas forcément fructueux faits par des gens qui empruntent pour faire ces trucs-là. Et ça rajoute encore une couche de merdier potentiel quand même. Mmh. Bon, le panorama est pas forcément, très réjouissant dans cette observation, de l'avancée de l'intelligence artificielle. On va continuer à le couvrir sous tous ses angles et puis on va se projeter un petit peu. Est-ce qu'on va voir arriver des nouvelles stars sans viande, des stars avec de l'intelligence artificielle pure et dure, en tout cas en matière de musique? Spotify, bon, fait le ménage, des esprits sarcastiques diraient même Spotify fait enfin le ménage. Purée, pas trop tôt, Guillaume, hein? Oui, oui, bah oui, parce que alors, effectivement, en attendant que la bulle éclate au jour, hein, l'IA change quand même pas mal de trucs pour les artistes dans un peu tous les domaines. On avait parlé du problème que ça représentait pour les musiciens dans Spotify. C'est vrai qu'ils commencent à faire un petit peu de ménage. Les ménages, en fait, concernent 3 grands domaines, hein. Donc c'est, contre les impostures, donc les voix clonées, les usurpations de comptes, tout ça. Ils auront un filtre anti-spam plus efficace, ils veulent repérer les posts massifs de morceaux IA, ils veulent aussi repérer les morceaux qui sont vraiment faits pour abuser le système, quoi, hein, des morceaux très, très Mmh. courts, tout ce qui tente d'abuser l'algo. Et enfin, il y aura plus de transparence sur ce qui est synthétique ou pas. Donc ils veulent travailler avec le DDEX qui gère, le DIDEX qui gère gère des sortes de DRM un petit peu pour avoir des crédits, en fait, uniformisés. Les crédits de musicaux qui seront interopérables. Et donc ils ont déjà viré 75 millions de pistes ces 12 derniers mois. Ça fait beaucoup. Oui, mais enfin, c'est beaucoup moins que ce qu'ils feront l'année prochaine, hein, de toute façon. Je Ouais, rappelle que sans Suno vient doute. de sortir sa V5. Suno qui, d'ailleurs, crée de la nouveauté côté business musical. On a un Ah! contrat signé entre une maison de disques et un producteur de musique synthétique qui s'appelle Nicky Jones et qui est derrière Xania Monet. Xania Monet qui n'existe pas. Et c'est quand même un contrat à 3 millions de dollars et c'est quand même assez fou. Alors, j'ai écouté vaguement Xania Monet. C'est franchement pas mal, en fait, hein. Alors, je suis pas très connaisseur, Ah! c'est du R&B, Mmh. je suis pas très connaisseur de R&B, mais clairement, si je savais pas que c'était synthétique, je l'aurais absolument pas OK. deviné. Vraiment, hein. Ah la vache, ouais. Et d'ailleurs, Xania a du succès, hein, elle a plus d'1 million de streams. Les paroles sont composées par Nicky Jones, donc. Tout le reste, aussi bien l'apparence que la musique, tout est synthétique. Et on sait qu'on ne peut pas protéger par copyright des productions génératives. Et du coup, quel droit a acheté l'agence? Ce qui s'appelle Hollywood Media, d'ailleurs, hein. Ouais, c'est intéressant Pourquoi ça. elle a acheté, Ouais, qu'est-ce qu'elle a acheté pour ces 3 millions? Pour ouais, le moment, seule l'expression humaine peut être protégée par copyright. ouais. Donc les paroles Bah là, certainement, mais quoi, le process, la production, l'arrangement aïe, aïe, éventuel, aïe. c'est pas clair. C'est Mmh. vraiment un nouveau type de contrat pour un nouveau type de producteurs musicaux, hein, pour un nouveau type de production musicale. C'est que le début. Et puis bon, ça va pas toucher que la musique, hein. Cette semaine, on a vu passer des protestations d'acteurs contre le fait que Tilly Norwood allait sans doute signer avec une agence. Une agence de talent Hollywood, quoi, Hollywood. Mais qui est Tilly Norwood, Eh bien, Guillaume? Tilly Norwood n'existe pas. C'est une Bah non. actrice virtuelle qui a été créée par Particle 6 et qui veut être la première actrice totalement synthétique, hein, qui puisse apparaître partout, aussi bien sur TikTok, à la télé ou au cinéma. Elle a un visage, elle a un corps, bon voilà, elle a un physique, quoi, mais elle a aussi une voix et elle a aussi une personnalité. Enfin, elle a une C'est personnalité. pas qu'un physique. Elle a une fiche de perso. Absolument, ce n'est pas qu'un physique, attention. Elle a une histoire qui sera évolutive, évidemment, et qui va conditionner la manière dont Évidemment. elle se comporte, tu vois. Donc, c'est
Bah, c'est un chatbot qui a une fiche de perso, hein, tout simplement. Et c'est vraiment une nouvelle manière de faire de l'image de synthèse, en fait, hein. Alors c'est vrai qu'on dit plus trop image de synthèse, on disait ça dans les années 80-90 quand on parlait Mm, de 3D. c'est Et vrai. aujourd'hui, ce sont vraiment des images de synthèse, puisque ce sont des images synthétiques et des trucs complètement synthétiques. C'est l'impression qui est un peu vieilli, qui pourrait reprendre une nouvelle jeunesse. Et on atteint finalement d'une manière assez inattendue la possibilité de créer des acteurs, des humains totalement synthétiques et totalement crédibles Des aujourd'hui. Et stars. ça pose des questions nouvelles, quoi, clairement, hein. Des stars. Et tu sais, je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce qu'il y a une place pour le journalisme people de stars virtuelles? Tu vois, est-ce que demain, il va y avoir un virtual voici ou un virtual closer? Parce qu'en fait, bah, les images volées, bah, en fait, elles seraient volées à qui, tu vois? Et en même temps, je pense qu'il y a des gens qui seraient hyper intéressés pour avoir des scoops. Peut-être que ça va être Non, mais d'ailleurs tout le ça, business des non, mais paparazzis tout qui va ça, être récupéré par ceux qui font les acteurs. mais tout C'est ça, ça va devenir ça va devenir du catch, en fait. C'est-à-dire ouais, que ça va, tout ouais. va être Ça va être scénarisé, simulé, tout va être, écrit. bah oui, tout va être écrit, tout va être mis en scène, et puis voilà. C'est tout, ça va être c'est comme des stars de catch, quoi. Et Mmh. les synthétiques joueront des rôles, et puis il y aura des romans photos sur ces rôles, et puis voilà, ça va être un énorme combat de catch, en fait, c'est ça. C'est ça le futur, un énorme Ouais, combat de catch. et dire qu'on se plaignait de Love Story à l'époque, eh ben, écoute, on n'a pas encore tout vu, je pense. Sans transition ou presque, une info qu'on espérait plus voir venir et qu'on était pourtant mais convaincus de voir arriver un jour, c'est la fin des bannières de consentement de cookies. Vous vous rappelez, hein, quand cette réglementation est arrivée il y a quelques années de cela, ou pas, si vous êtes, vraiment plus jeune. Ça a été la panique pour beaucoup et surtout le début de l'enfer pour les internautes. Il y en a beaucoup, je dois dire que j'en fais partie, qui ont juré que par cette extension de navigateur qui s'appelle extrêmement bien, nommée donc I don't care about cookies, qui supprime purement et simplement ces bannières. C'est là qu'on a commencé à se dire: «Est-ce qu'il faut vraiment continuer avec ces foutues bannières de cookies», Guillaume? Oui, bah, en fait, il y a 2 news en une que je vais regrouper parce que voilà, elles concernent un Yes. peu l'Europe, quoi, tout ça. Et Mmh. c'est 2 bonnes nouvelles aussi, hein. La première, c'est vrai que c'est les députés européens aussi, ils en ont marre de cliquer, hein. Ils sont comme nous, je pense, hein. Ils en peuvent plus, quoi, des fenêtres pour le consentement des cookies, il y en a Quel partout, tout le enfer. temps. C'est depuis 2009. Enfin, c'est la loi qui impose ça de 2009, Mmh. et c'est une loi qui pourrait être un peu révisée, être un peu relâchée. Alors, il y a toujours des forces contraires qui s'affrontent, hein. La tech qui veut que ça soit inclus dans le RGPD et avoir le plus de contrôle possible dessus, puis les associations qui s'inquiètent que justement les grosses boîtes aient tout le contrôle dessus. Mais il semblerait qu'on tente de trouver un moyen de réduire la cookie fatigue. Je peux pas dire que ça me dérangerait, hein, même si au quotidien, Mmh. effectivement, j'utilise aussi des extensions parfois pour améliorer les choses. Alors pas sur toutes les machines d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, c'est une bonne nouvelle. Et une autre bonne nouvelle en Europe, hein, Et c'est que excuse-moi, il y a une des discussions qui est faite à ce sujet, qui serait oui, de demander à remonter ce consentement au niveau du navigateur pour que tu fasses oui, le choix en une fait, fois c'est dans ton ça, c'est de navigateur. regrouper, ouais. J'avoue que ça aurait du sens. C'est de regrouper, en fait, tu fais des choix par défaut, quoi, qui sont regroupés pour tous les sites, et ce serait beaucoup plus malin, c'est certain. Mmh. Effectivement. Donc autre bonne Europe nouvelle, toujours. oui, Europe toujours, et autre bonne nouvelle, effectivement, puisque Microsoft va être forcé de rendre l'extension du support de Windows 10 vraiment gratuite. Ah oui, parce que Eh là, ça beh, vient, hein, ça tout y ça est, c'est pour dans 2 ça. semaines. Dans 2 semaines, Windows 10 devient de l'histoire ancienne pour Microsoft. Et alors, il va pas s'arrêter de fonctionner, à votre Windows 10, bien sûr, mais il aura plus de mise à jour. Et là, j'en vois qui sautent de joie, ils sont très contents, et je comprends, Oui. je comprends, franchement. Mais bon, évidemment, au fur et à mesure du temps, l'OS va progressivement devenir une véritable passoire, et donc c'est pas recommandé de rester longtemps comme ça. Devant l'évidence, hein, l'évidence qui est qu'énormément de gens se foutent complètement de Windows 11 et de Copilot, une petite moitié des utilisateurs sont quand même encore sur Windows 10, hein. Alors pour faire passer la pilule, on l'avait dit, Microsoft offre un an de mise à jour supplémentaire, mais avec des conditions. Mettre en haut de Windows Backup, avoir des points Microsoft, bon, c'était chiant. Et il y a un Ouais, groupe de consommateurs qui s'appelle Euroconsumer qui a fini par forcer Microsoft à proposer gratos l'extension chez nous en les accusant d'obsolescence programmée. Et donc, ça veut dire que Windows 10, ben, il est encore frais. Voilà, ouais. la date de péremption, elle passe à octobre 2026, et qu'il y a quand même une Ah! obligation. Ah, il y a eu quand même une obligation. Vous devez vous connecter à un compte Microsoft au moins une fois tous les 60 jours. Bon, Ça va. si vous utilisez votre PC plus ou moins tous les jours, vous ne le verrez pas passer, mais quand même, c'est un peu chiant. Parce que sinon, il reste une autre option. Et cette autre option, c'est Flyubi. On Flyubi, dirait un nom de c'est compagnie aérienne low cost. exactement, ça pourrait d'ailleurs, il y a une petite abeille, Flyubi, hein, une petite abeille sur le logo. Ça s'appelait Flyby11 à une époque, et c'est devenu Flyubi. C'est un utilitaire qui permet d'installer Windows 11 même sur une machine qui n'est pas certifiée par Tiens Microsoft. donc. Et Ah oui, ça ça devait très arriver. facilement. Tout Ah. est automatisé, il y a un assistant pour télécharger une ISO de Windows 11 si vous n'en avez pas.
Et ensuite, Ok. le process est automatique, hein. J'ai essayé ça et j'ai un PC qui a 11 ans et qui a Windows 11 et c'est magnifique. Et ça, J'adore. et ça ne s'est Cette passé espèce de sans aucun satisfaction, tu as souci. dû ressentir. Satisfaction, exactement. Donc, ne jetez pas votre PC, ne jetez pas votre PC, passez sous Linux, ou étendez le support de Windows 10. Flyubi permet de le faire aussi très facilement, ou juste installer Windows 11, et puis c'est tout. Les caprices de Microsoft ne sont pas une raison pour acheter un nouveau PC si vous n'avez pas envie d'acheter un nouveau PC. Votre PC, vos règles. Le message est passé. Merci Guillaume. On continue et on termine cet épisode de Tech Café avec une petite rubrique jeux vidéo, à commencer par, bah oui, c'est le gros chiffre du moment. Encore un énorme chèque signé pour l'industrie du jeu vidéo. C'est Electronic Arts qui est racheté pour la modique somme, tenez-vous bien, de 55 milliards de dollars par un fonds saoudien, je crois. Il est question de la boîte quand même derrière le jeu qu'on appelait FIFA. Ça s'appelle plus FIFA maintenant, Ouais, mais c'est on continue à jouer à FIFA. Battlefield, les Sims, c'est ça? les Sims, absolument. C'est peut-être la plus grosse info de cette semaine sur le plan financier, en tout Mmh. cas. Dans le monde du jeu vidéo, c'est Electronic Arts qui se fait racheter donc 55-56 milliards de dollars par un groupe d'investisseurs, dont le PIF, effectivement, le PIF pas gadget du tout, puisque effectivement le PIF c'est le Public Investment Fund d'Arabie Saoudite, qui avait déjà 9% du capital d'Electronic Arts. Hein. Mais il y a aussi d'autres investisseurs, il y a aussi Silver Lake, et il y a Jared Kushner hein, dans l'histoire, et donc Electronic Arts pourrait devenir privé, c'est-à-dire qu'il pourrait quitter la bourse, quoi, et la bourse qu'il avait rejointe d'ailleurs en 1990. C'est une opération qui soulève pas mal de questions et d'inquiétudes. Alors déjà parce qu'elle sera largement financée par de la dette, puisqu'il y a 36 milliards qui vont être apportés en cash, et il manque 20 milliards, et ces 20 milliards, ils seront apportés par un prêt que le consortium va faire auprès de JP Morgan, de la banque JP Morgan. Sacré préconso quand même, hein. 20 milliards, c'est une beau préconso, hein. Cette dette, il va falloir la rembourser du coup, hein, et on peut se Bah oui. faire un peu de soucis, parce que ça peut provoquer des réductions de coûts, des réductions de budget, des réductions de postes, hein, on ne sait pas. Donc c'est très inquiétant évidemment hein, pour les employés des studios. On ne sait pas et c'est dommage parce que de base, qu'une entreprise redevienne privée, c'est pas forcément un problème. Hein. Il n'y a plus d'actions, il n'y a plus la tyrannie Mmh. des actionnaires. Alors évidemment, il reste des investisseurs à satisfaire, mais il y en a beaucoup moins, il y a moins de pression, surtout quand les investisseurs, ils sont à l'aise, tu vois. Et on ne peut pas dire que les Saoudiens ne soient pas à l'aise, tu vois, on est plutôt à l'aise dans la vie. Il Et y a de la par marge. ailleurs, Electronic Arts, c'est pas un choix absurde pour ce pays, hein, en l'occurrence, puisque faut savoir que les jeux de sport sont très populaires au Moyen-Orient. Il y a 33% des joueurs PC, il y a 40% des joueurs console qui affirment que c'est leur style de jeu favori. Et EA, c'est quand même beaucoup de jeux de sport. Tu l'as dit, c'est FIFA Ouais. en tête, hein, c'est Madden aussi. Bon, c'est beaucoup. Enfin, du coup, l'e-sport aussi est très. Enfin, les Saoudiens sont aussi intéressés beaucoup par l'e-sport. Ça, Ouais. c'est un gros centre d'intérêt, hein, donc pourquoi pas. Après, il n'y a pas que FIFA ou Madden. Il y a aussi des trucs comme les Sims, tu l'as dit, chez les Electronic Arts. Mmh. Et là, ça va peut-être être. Enfin, ça va être intéressant à suivre parce que évidemment, ça va montrer un peu comment les Saoudiens pourraient influer la gouvernance. Je présente pas les Sims, hein, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, et c'est un jeu qui est, disons, socialement progressiste, hein, qui est complètement compatible LGBTQ, Oh, tu alors peux que le dire, c'est l'Arabie un jeu Saoudite... woke, hein. Ah Vas-y, bah balance. c'est carrément un jeu woke, hein, on va le dire, alors que l'Arabie Saoudite, elle n'est pas des masses compatibles LGBTQ, tu vois, pas trop le trip. On peut aussi d'ailleurs citer Dragon Age, fameuse pour ses romances qui sont très libres, hein, et Mass Effect aussi, hein. Donc, on se fait pas trop de soucis pour Battlefield ou Apex Legends, hein, ça va, mais il y a clairement des licenciés qui pourraient, je sais pas, changer un peu ou pas, on verra. Dans l'idéal, on ne sait pas trop. Donc, voilà, il y a plein de questions hein, donc, sur cette acquisition. En tout cas, pour les actionnaires actuels d'Electronic Arts, c'est une bonne nouvelle puisque le titre a bondi de 15% du coup. Depuis la sortie de Black Myth Wukong, tu nous avais expliqué hein, l'importance du jeu vidéo dans le soft power comme ça de certains États. Je pense que là, c'est une nouvelle étape qui est marquée dans ce domaine. Plusieurs annonces PlayStation la semaine dernière. C'était le State of Play avec un Wolverine sponsorisé par le don du sang qui a l'air vraiment cool. Ça a l'air cool. C'est donc du sang pas trop volontaire là quand même. Hein, Ah non, pas du tout. Ouais, il y a eu un state of play avec plein de jeux et une manette Kratos, une manette qui a la haine. Ouais, Vraiment. incroyable. La haine comme Wolverine, hein, effectivement, il y a un poil brutal quand même, comme chose, Ouais, un petit peu il est brutal. cochon, ouais. Après, bon, le perso, les griffes, tout ça, c'était difficile. Mhm. Alors bon, le plus surprenant quand même pour moi et de loin, hein, ça a été l'annonce de Flight Simulator sur PlayStation 5. Donc il le fait que Microsoft veut achever sa console à grands coups de pelle à neige, hein, parce que c'est vraiment ça. Hein. Mm. Parce que franchement, Flight Simulator, c'est un jeu PC de toute éternité, ça a été une magnifique exclu Windows et Xbox, hein.
sur PlayStation, sérieux, je veux dire. Alors du coup, c'est une très bonne nouvelle pour les heureux possesseurs de casques PSVR 2, parce qu'Asobo est en train de travailler sur un port PSVR 2 Mais tellement. de Flight Simulator, et je pense que ça sera absolument mortel de Mais piloter ça va être en incroyable. PSVR 2, ça pourrait être absolument merveilleux. Merveilleux pour la PlayStation 5 et le PSVR 2, merveilleux pour Microsoft, c'est pas si clair que ça. Parce que oui, il va gagner du pognon sur les ventes, mais enfin bon, chaque semaine ou presque, c'est un clou supplémentaire planté dans le cercueil de Xbox, hein, des consoles Xbox, hein, c'est fini là. On a vraiment l'impression que l'idéal de Microsoft, c'est de devenir Asus, quoi, je sais pas. Xbox, ça va devenir ROG. Tu vois, ROG, c'est la gamme PC gamer d'Asus. Bon, bah voilà, hein, Asus, c'est un fabricant de PC. Hein. Est-ce que c'est un fabricant de console parce qu'il a ROG Asus? Bah, pas du tout. Il faudrait que des PC avec des jolis boîtiers et des LED RGB. Sinon, c'est tout. Hein. Bah, Microsoft, ça va être pareil. Parce que bah, c'est ce qu'ils ont fait pour leur Xbox portable, hein, qui est d'ailleurs une Asus. Et ben voilà, ils disent il y a gros à parier qu'ils fassent exactement la même chose pour la prochaine console de salon, ce qui veut dire tout simplement qu'Xbox, c'est juste mort. Tu sais quand même que Flight Simulator, je trouve que c'est vraiment un truc moi qui me faisait rêver. Mais alors, je suis utilisateur PlayStation, du coup, j'étais, tu vois, un peu frustré, quoi. Mais dis donc, quand on commence à me dire que ça arrive, non seulement moi ça m'intéresse, mais tu sais que si jamais il y a des PSVR 2 d'occasion à pas trop cher, ça Ah me donnerait mais presque envie aussi parce que mais je ça risque pense d'être que mortel. ah ouais, je te le conseille. Ça risque J'avais d'être vu extraordinaire. alors j'ai jamais pu essayer sur PC, mais sur PC, il y a des gens qui avaient déjà fait ça, hein, qui avaient Ouais, utilisé le PSVR 1er, 2 pour Flight le Simulator. 2020. Non, pas Mmh. enfin non, enfin disons des casques VR PC avec le premier avec FS Ah, le 2020 premier PSVR, qui OK. avait une, non, enfin des casques VR pour PC. Ah, OK, Ça très bien. existait, tu sais, à une Ouais. époque Oui. et Bah, Valve bon, notamment, non? En avait un, je Valve crois. en avait, oui, bien Ouais. sûr, mais tout le monde, Acer en a fait, tout Bref, le monde en a ouais. fait. OK. Et non et bon, bah, ça avait l'air vraiment, vraiment très, très cool, hein. Ouais. Déjà sur le 2020 qui avait une compatibilité, VR. Écoute, j'ai hâte. On verra où ça nous mène. En attendant, le jeu de mots est tellement facile que, bah, on peut pas s'empêcher de le faire, hein. Nous aussi, dans Tech Café, tout le monde l'a fait, mais on va le faire aussi. Il y a Bowser qui quitte Nintendo. Mais oui, depuis 6 ans, Nintendo était dirigé par Bowser, Doug Bowser, Incroyable cette histoire. meilleur nom possible pour le président Mais de oui. Nintendo of Bon, il a été America. recruté pour son nom. C'est évident. Non, en fait, c'est un vieux de la vieille, mais il va prendre sa retraite à la fin de l'année, après 6 ans à la tête de la division américaine. Mais d'ailleurs, bonne période, hein. Il a supervisé des Bah ouais. projets majeurs, la sortie des Switch quand même, puis les parcs à thème aussi et les films. Donc voilà, il a commencé sur Donkey Kong en arcade. Et bon, bah, c'est vraiment un beau truc. C'est Devon Pritchard, qui est actuel vice-président exécutif de Nintendo of America, qui va lui succéder. Et puis il y a Satoru Shibata, qui est directeur exécutif à Kyoto, qui deviendra également le CEO de la branche américaine. Alors apparemment, voilà, je sais pas, le CEO, c'est pas le même que le président, que celui qui dirige. Je sais pas, c'est un bordel, on s'en fout. Je connais pas leur organigramme, mais bon voilà. Donc en tout cas, Bowser s'en va. Avec ou sans Peach, je ne sais pas. Pichou, Pichou, Pichounette. Ouais, c'est quand même marrant, hein, de voir qu'il quitte Nintendo juste après la mise en place des tarifs douaniers par Trump. À croire que ça l'a peut-être fatigué. On termine avec un petit clin d'œil Steam. Un profil un peu particulier, Guillaume. Je sais pas combien t'as de jeux Steam. Alors, très bonne question, j'en ai quelques dizaines. Tu sais, je me jette sur les énormes promos parfois, de temps en temps. Puis j'ai pas le temps d'y jouer, forcément. T'en as pas tant que ça, finalement. Non, Ça, c'est une news qui va plaire à Steven, puisque Sonic's Legend, c'est son pseudo, détient officiellement plus de 40 000 jeux payants sur Steam. Ce chiffre pourra atteindre 50 000 d'ailleurs, hein, puisque Incroyable. il continue à l'acheter. C'est un 40 truc 000. de malade complet. Il a un back catalogue, le mec. Il a le plus gros back catalogue du monde, puisque 261 jeux ont au moins un accomplissement. Il y a 16 jeux pour lesquels il a assez des avis recommandés. Donc il a un backlog absolument monstrueux. Il en wishlist beaucoup aussi. S'il jouait sur 2500, s'il terminait les 2500 jeux les plus joués, ça lui prendrait 7 ans non-stop. Oh là là là. Il a tous les jeux modernes payants, Sonic's Legend, et il joue à Alien Swarm, qui est un jeu gratuit un peu pas très joli, mais probablement très fun. Un jeu gratuit de 2010, et il a passé 551 heures sur un jeu gratos, alors qu'il a tous les jeux modernes payants du monde. L'histoire ne nous dit pas s'il a Balatro, par exemple. Moi, j'aimerais savoir s'il a Balatro dans la liste. Évidemment qu'il a Balatro. Évidemment. Merci beaucoup, Guillaume. Si vous avez apprécié l'épisode, je vous invite à nous laisser un avis sur Apple Podcast ou Podcast Addict, comme Fenou qui a mis 5 étoiles. Merci de nous informer. On passe toujours un bon moment. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. J'avais mentionné récemment des avis négatifs quant à l'orientation dite politique de Tech Café.
Entre-temps, au passage, il y a Monté qui est la personne qui est derrière la chaîne YouTube Linguisticae qui a diffusé une vidéo assez longue et qui répond à une interpellation qui lui est a priori souvent faite et qui est souvent faite à pas mal de streamers d'ailleurs, leur reprochant qu'il parlerait trop de politique. Donc j'ai trouvé cette vidéo évidemment excellente et très à propos par rapport au sujet que j'abordais. Je vous la mets dans les notes de l'épisode et sur techcafé.fr. Et puis en attendant le prochain épisode, Guillaume, où est-ce qu'on te retrouve ? Alors, on ne va pas me retrouver la semaine prochaine, hein, ça va vous faire des vacances un petit peu, un break d'un Guillaume, mais je reviendrai la semaine d'après, hein, plus frais que jamais, bien sûr. Bah alors du coup, tu nous dis quand on va te retrouver, mais tu nous dis pas où on peut te trouver. Non, non, moi je serai dans Moi, je sais. Toi, tu Moi, sais? ouais, je vais le balancer aux auditeurs. Je suis sûr que je te retrouverai en train de fouiller dans tes prises CPL pour essayer de réparer ton installation chez toi. Mais j'en dis pas Petit plus. souci de CPL ce soir, effectivement. Allez, pour ma part, retrouvez-moi peut-être le plus simple sur YouTube, un live chaque vendredi matin de 10h à midi, également sur Twitch. J'ai eu mes premiers subs, incroyable. Je suis affilié Twitch, donc vous pouvez venir subber la chaîne et puis me transmettre vos primes. Vos primes, c'est les abonnements Twitch que vous avez gratuitement si vous avez un abonnement Amazon Prime. Voilà, ne les laissez pas à Jeff Bezos et puis faites-vous le rappel de venir un vendredi matin en live pour me confier votre Prime. Je serai ravi de l'accueillir. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours avec ou sans Guillaume Poggiaspala dans un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.